C'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, bienvenue sur la web radio 100% rouge et blanche. Et c'est le débrief ce soir, un nouveau débrief consacré à la 16e journée de Ligue 1 et la victoire de Monaco. Messieurs, Adrien, Boris sont là pour m'accompagner. Salut à vous. Salut, bonsoir. Salut Damien et salut à tous les auditeurs. Alors on va revenir sur cette rencontre donc, qui a vu l'AS Monaco l'emporter face à Angers, 1-0, donc une victoire par la plus petite marge des scores, une victoire finalement assez triste. Hein, mais j'ai envie de dire, Boris, l'essentiel c'était peut-être de se rassurer ce soir. C'est ce que vous disiez dans la causerie. Il y avait une série de 4 matchs négatifs, 3 défaites et plus le nul à Amiens, donc toute compétition confondue. Et c'est difficile de déjà demander des grosses performances, de demander du jeu, de demander un gros match. L'important c'était déjà de stopper l'hémorragie. Ramener 3 points aussi, ça fait du bien. Donc on a quand même été déçus de ce match, je pense qu'on y reviendra. On n'était pas loin de s'endormir. Mais bon, on va prendre les 3 points, c'est déjà ça. L'important c'est l'essentiel, comme disent. L'essentiel c'est l'important. Voilà. Et effectivement, donc on avait une équipe qui restait sur une mauvaise série, hein, Adrien. La pire série de l'AS Monaco. Donc il y avait 4 matchs sans victoire, ouais, dont 3 défaites, toutes compétitions confondues. Alors Nico m'avait contredit. Enfin, je lui avais dit ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. En fait, non, si ça nous est arrivé en début de saison. C'est pas si par fatalité, voilà. Mais par contre, 3 matchs sans victoire en Ligue 1, ça remonte à beaucoup plus long que ça. Ça remonte à la période février-mars 2007. Ouais, 2 saisons. Ouais. Voilà, donc voilà, c'était quand même pas non plus, c'était pas une superbe série. Ouais, tu l'as dit. Moi, je trouve qu'on a en fait 2 équipes malades, parce que on parle de Monaco, mais si on peut également parler d'Angers, relever le fait que Angers, ça fait 6 matchs consécutifs sans victoire et on comptabilise seulement une victoire sur les 13 derniers matchs. Donc on a vraiment 2 équipes qui sont dans une passe médiocre, enfin, vraiment Angers, puisqu'en plus ils pointent vraiment au fond du classement. Nous on est quand même on a un petit avantage sur le fait qu'en fait on joue avant nos concurrents, donc la possibilité en cas de victoire, bon, c'est le cas, de se repositionner sur le podium, parce que c'est notre objectif, la seconde place directement qualificative, même si la 3e cette année c'est pas le pilote également. Non, c'est pas le titre. Même si on récupère 3 points sur Paris, ce n'est pas. Merci Strasbourg. Ouais. Donc l'idée c'était de récupérer les points et de passer devant Marseille qui joue demain soir à Montpellier, à la Mosson, chez notre ami Rome. Ouais. Est-ce qu'il sera au stade pour aller voir son équipe de cœur. Rome, envoie-nous la réponse. Hein. Non, il est en soirée ce soir, donc on va pas le déranger. Il va plutôt être en train de serrer. Pardon. Ça commence. Ouais, qu'est-ce qu'on avait dit sur les blagues tous les absents, on avait dit qu'on les laissait tranquilles. On va revenir sur la composition. Alors il y avait une demi-surprise. La première sur laquelle on va revenir, c'est la titularisation de Kongolo à la place de Georges. Ouais, c'était une surprise parce que il a dû jouer, ça devait être son 3e match je pense depuis le début de saison à Kongolo. Ouais, il a fait Lyon, le trophée des champions. Voilà. Du coup c'est forcément un petit peu une surprise quand il joue parce que il a pas l'air d'être tellement dans les plans de Jardim. Maintenant c'est un move auquel on pouvait un petit peu s'attendre dans le sens où Georges est quand même passablement décevant depuis un bon mois, peut-être même plus que ça, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, on a tous un petit peu une envie de changement. Radji étant pas disponible pour occuper ce poste, il y a Georges, il y a éventuellement Sidibé, mais il y a Kongolo qui connaît quand même mieux ce poste-là. Donc, je pense qu'en tout cas, on était plusieurs à être satisfaits. Chez Chrome, notamment, le demander. Moi, j'étais plutôt pour aussi de le revoir au vu des derniers matchs de Georges. Oui, effectivement, s'il est réathlétisé comme Niké aime bien nous tenir informés, autant le lancer. Après, tu avais l'option de mettre Sidibé à gauche et Touré à droite. Touré qui, on va dire, est quand même un peu mieux, titube un peu moins quand. Il a fait un bon match, Touré depuis la dernière fois. Ouais, il est quand même un peu mieux, mais c'est vrai que de revoir Kongolo, c'est un peu une surprise aussi pour nous. À l'instar de Diakabi, on pourra y revenir, mais c'est vrai que c'est 2 joueurs qu'on n'avait plus vus depuis très longtemps et donc qu'on n'a pas eu le temps vraiment aussi de découvrir. Alors certes, ils ont aussi perdu leur place, ce qui est
dans un sens assez logique au point de vue des performances. Mais quand on voit après comment les ailiers se sont débrouillés, à savoir Lopez, Guézal, personne n'a su véritablement saisir sa chance. Donc c'est normal voilà, de faire tourner, de revoir quelques têtes qui étaient absentes durant une longue partie de la saison. Tu dis donc revoir quelques têtes, il y avait l'autre surprise, entre guillemets, de cette composition, c'était la titularisation de Diakaby. Ouais, tout à fait. Pareil qu'on n'avait pas vu titulaire. Il est rentré, je crois qu'il est rentré contre Nantes. Ouais, Beşiktaş, il était rentré. Mais titularisation, ça doit vraiment remonter à septembre, je pense. Ouais, Dijon, peut-être. Il jouait l'été, et puis dès que le mercato s'est conclu, qu'il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, il est un petit peu sorti. Maintenant, c'est un petit peu pareil. Il y a beaucoup de blessés, et les titulaires étant pas très satisfaisants, plus l'enchaînement des matchs, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre. En tout cas, à un moment donné, Diakaby fasse son retour dans l'équipe. Lopez, Guézal n'ont pas forcément convaincu, donc on pouvait s'attendre à Diakaby, qui n'a pas été non plus fantastique depuis le début de saison, mais qui déméritait pas non plus que ça quand il jouait. Donc c'est pas illogique de le voir pointer le bout du nez. Et sinon, la troisième titularisation, alors lui il enchaîne, c'est Endoram qui comme je l'ai dit, qui enchaîne après la rencontre à Nantes, où lui était plutôt correct sur ce match-là. Enfin, il n'avait pas été. On va te laisser la paternité de ces propos. Non, mais disons que ça m'avait fait. C'était avec Rome qu'on avait débriefé. C'est vrai que je leur avais demandé la première période Endoram, ça donnait quoi ouais, ça a été bien, machin, ok, donc j'ai mis 4. Voilà. Du coup, il avait un peu rigolé derrière parce que forcément c'est bien. Ok, bon, 4 alors. Voilà. Le reste de la compo, c'était plutôt classique, Subasic, Sidibé, donc à droite, Glick, Emerson dans l'axe, Fabinho qui faisait la paire avec Endoram et Moutinho en 10. Voilà. Plutôt 4-3-3. Il y a un petit débat là-dessus. C'est 4-2-3-1, 4-3-3. Moi, je pense que selon les profils des joueurs, il faut parler plutôt de 4-3-3, puisqu'on a 3 milieux, 3 attaquants, véritablement, avec Diakaby, Baldé, Falcao. Maintenant, c'est vrai que Moutinho était en position offensive, Boris plutôt positionné en 10, même s'il revenait assez bas quand même. En fait, c'est le débat qu'on a eu, parce que sur les compos qui sont annoncés, qu'on nous montre à la télé, etc., c'est en 4-2-3-1. Alors, il y a ce que tu dis, il y a 3 milieux, 3 attaquants, mais en gros, on parle de lignes de joueurs. Maintenant, quand on a regardé les positions moyennes en fin de match, ça dessine presque un 4-3-3. C'est-à-dire qu'on a Endoram qui est très axial, Moutinho un peu plus haut à droite, Moutinho un peu plus haut à gauche, Fabinho un peu plus haut à droite. Et moi, en fait, ce que je disais, la façon dont je le vois, c'est qu'en phase défensive, donc quand Angers a le ballon, Moutinho se place plutôt plus haut. Il se place un petit peu en dessous, même au niveau de Falcao. Mais forcément, il n'a pas le ballon à ce moment-là, donc c'est pas forcément représenté dans la position moyenne. Par contre, pour avoir le ballon, il redescend souvent le chercher au niveau de Fabinho et d'Endoram, donc voilà, ça équilibre. Mais voilà, sur les phases offensives, il était assez loin, je pense, de Falcao ce soir. Il n'y a pas une vraie relation entre les deux, donc c'est sûrement un mi-chemin entre les deux. Je trouve qu'il y a très peu de relation d'ailleurs entre nos milieux et nos attaquants. Le lien est souvent fait par l'apport de nos latéraux. Alors là, le problème ce soir, c'est qu'on n'avait qu'un seul latéral offensif, qui a vraiment pris son couloir. Congolo était un peu plus hors trait, plus cantonné à des tâches défensives. Alors que Sidibé, lui, comme à son habitude, a vraiment pris le couloir. D'ailleurs, voilà, moi, par exemple, c'est un truc sur lequel je rebondis. On a besoin de nos latéraux, etc. Et c'est vrai que Jardim aime des latéraux offensifs, on l'a vu l'an dernier, et quand il en a eu, des joueurs capables de faire des courses vraiment, des va-et-vient sans cesse dans le match et de faire des différences, effectivement, ça s'est bien passé pour nous aussi. Alors, c'est ça, du coup, je rebondis quand beaucoup de gens, quand ils n'ont pas grand-chose à dire, présentent Jardim comme un pragmatique. C'est un peu le fourre-tout, genre, il s'adapte à ses joueurs, etc. Mais pas tant que ça, il a ses principes de jeu et il déroge pas tant que ça, même s'il n'a pas forcément des joueurs capables, comme quand c'est Congolo ou comme quand c'est Raji par exemple, de faire de grosses différences. Mais du coup, ça s'en ressent sur la performance globale d'une équipe. Ouais, je sais pas s'il préfère forcément le latéral offensif. Il s'est peut-être aussi adapté au fait d'avoir Mendy et Sidibé la saison dernière, dans le sens où c'est pas lui qui. Non, ça pour le coup, c'est pas lui qui fait le mercato à Monaco. Des gens qui ont observé, etc. Ça a toujours été une constante dans ces équipes, d'avoir des latéraux qui jouent très haut. Ouais, après, donc nous, on n'a pas toujours les bons latéraux, mais quand il y avait chez Gilet, Raji qui jouait latéraux, même Fabinho jouait assez bas, il n'était pas très offensif. Parce qu'il était timoré, alors qu'il
qu'on est un peu moins Mais CSS qu'au début. Timoré, ouais. Là, Pourtant, moi, en ayant re-regardé de vieux matchs, même avec des Chegilé ou bon, Cohen Trao, c'était un peu un cas particulier, mais ouais. il aimait quand même qui jouent assez haut. D'accord. il joue haut, mais là, pour le match de ce soir, t'as Congolo qui revient un peu de nulle part. C'est difficile pour lui, je pense, de Ouais, vraiment Qui revient de la chicha, surtout. à ce qui paraît, Chicha pour les frites Mario Kart. Il a appris sa titularisation, il était en train avec de se tirer sur la chicha fraise. Là, donc. avec Soyo Maïté, certainement, qui devait l'accompagner dans sa... Compliqué. Voilà. Alors, justement, sur cette mi-temps, sur ce match, globalement, voilà, on va généraliser au match, hein, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. On peut faire les 2 premières minutes et puis... Ouais, justement, est-ce que... Et bisous. Et bisous. N'oublie pas qu'on le voit. Ouais, c'est pour ça. Non. Je suis... Doucement sur la Corée. D'ailleurs, on nous dit que tu as une très belle coupe de cheveux. Merci. C'est je crois que c'est ton ami Julien qui nous dit ça. Ton ami intime. Il s'est fait gauler, non? Je sais pas, mais il y a son nom. C'est possible. On peut le retrouver. Voilà. On va le retrouver. Ça doit être lui. Dommage, je m'attendais à ce que ce soit une admiratrice, mais tant pis. Les supportrices de la CLC ne sont pas encore présentes sur la live. Il faut se contenter de peu. Hein, Ouais, bah écoute. Alors, effectivement... Dites-nous d'ailleurs lequel est le plus beau des trois. Ceux qui sont sur le périscope. Je pense qu'on s'en fout un peu. Ouais. On va revenir au match. 2 minutes de jeu, enfin 1 minute 40 même, premier but. On peut noter quand même une belle action. Une belle action construite avec une séquence de possession de plus d'1 minute. Ouais, c'est assez rare. Alors moi je me souviens à partir du moment où Keita Baldé a le ballon dans le... Comme dirait Je me souviens pas grand chose. mais si, comme diraient nos amis des managers de vue du banc, dans le half space. Donc c'est-à-dire pas vraiment dans le couloir droit, pas vraiment dans l'axe, entre les deux. Dans les demi-espaces. Voilà. Un peu technique, hein, on va élever le niveau. Keita Baldé qui a une conduite de balle sur peut-être une dizaine de mètres et qui fixe, qui décale Djibril Sidibé. Avant de s'empaler. Ouais, pour une fois, il décale avant de libère le heurter ballon le mur. au bon Voilà. Je crois qu'il y a un compliment bon. Hein, mais... Ouais. On s'en fout. Il y a des petits cœurs. Et puis Djibril Sidibé qui, un peu à la surprise générale, adresse un véritable caviar. Falcao et bon, le ballon est quand même trop bon. Hein. Le ballon est Le bon. ballon est levé déjà pour Mais non. le Sidibé. Il est dans la bonne zone. Ouais. Mais justement, dans la zone, Falcao est loin. Genre la trajectoire du ballon de Falcao, elle est quand même... Enfin, c'est pas une trajectoire, il est pas vraiment en face du but. C'est vrai qu'il a... C'est pas une tête... Il y a un coup de tête voilà. qui est assez fort de Falcao, qui est assez bien maîtrisé. Et comme quoi le jeu de tête, c'est aussi en grande partie de la technique, c'est pas uniquement du timing, etc. Et là, il y avait vraiment la technique à mobiliser pour ce coup de tête. Et voilà, bah du coup le match est vraiment très bien lancé pour nous. Même pas 2 minutes de jeu, déjà 1-0, c'est le genre de scénario qui aide à se rassurer un petit peu au vu de ce qu'on a dit hein, sur les derniers matchs. Je sais pas quelle est la dernière fois où on s'est retrouvé en position de mener au score. Moi j'ai dit C'est Guingamp, Guingamp, et assez tôt dans le match également, dans les 10 premières minutes. Donc c'est vrai que là on commence tambour battant, c'est quelque chose qui nous est plus arrivé depuis... On l'a déjà fait ça en début de saison, de marquer très tôt dans le match. Et c'est une chose qu'on retrouvait plus du tout. Moi je garde en mémoire Leipzig où on en encaisse 2 en moins de 8 minutes. Bon voilà, ça permet quand même d'être dans de bonnes conditions pour aborder le match face à une équipe d'Angers qui est vraiment la tête dans le seau et on est censé vraiment enfoncer le clou et on se dit surtout, moi je me remémore un petit peu Guingamp, je me dis on peut assister à ce même type de scénario si on est capable de réaliser le même genre de schéma sur le plan offensif quoi. Pas vraiment, du coup. Pas vraiment. On pouvait y croire, hein, mais... Surtout qu'en plus Angers, c'est une équipe qui en général nous pose beaucoup de difficultés. Ouais. On avait souvent rappelé, déjà que ce soit dans la causerie ou dans le club Monéou qui n'est jamais sorti. feu le club Monéou. C'est vrai qu'on on a une équipe en face qui en général pose beaucoup de problèmes à Monaco, qui est difficile à battre, à manœuvrer. Automatiquement, ouvrir le score assez rapidement, ça te facilite le boulot. Mais est-ce que finalement, ce but ne nous a pas, en fin de compte, un peu desservi sur la suite de la rencontre? Ça te dessert dans le jeu, dans le sens où... Surtout qu'en plus, comme je dis, c'est un but vraiment construit, une minute d'action, on repasse par Souba, et ensuite, c'est de la fulgurance, on repart très vite, très vertical, un jeu très vertical. Donc,
Ça veut dire qu'on était capable de faire peut-être des choses et qu'ensuite on s'est un petit peu économisé. Je peux pas entendre ce principe comme quoi tu marques et ça te dessert. On est dans une situation telle que ce but-là, il est censé justement te libérer et galvaniser un peu tout le monde en disant allez, ça y est, ce match-là, tu peux pas te racheter sur les 4 matchs sans victoire, mais tu dois quand même montrer que tu fais le job, chose qu'on n'a pas montré depuis 4 matchs. Donc pour la confiance, même pour les joueurs et pour les nouveaux qui sont intégrés, comme Diakabi et Kongolo, c'est toute l'équipe qui doit réagir ensemble et aller chercher plus que de se contenter que d'un pauvre 1-0 contre le 19e de Ligue 1. Et finalement, du coup, derrière, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Il y a une frappe de Baldé une tête de Baldé, une frappe de Baldé qui passe à côté en première période, mais globalement les actions, on les compte sur les doigts d'une main parce qu'il se passe. En fait, c'est strictement rien. Quand tu joues ces petites équipes, l'avantage c'est qu'en fait, tu sais que tant que tu mènes pas, elles vont t'attendre, mais en étant prêt à te mordre dès que tu laisses une occasion. Et avec des joueurs qui peuvent faire mal, du Crivelli sur du jeu de tête ou sur des actions où il y a besoin d'utiliser le physique, du Toko Ekambi dans la profondeur. Donc c'est des équipes qui peuvent te faire mal à 0-0. Par contre, à 1-0, elles sont obligées, elles, de se mettre dans la situation de faire du jeu, et elles ont quand même moins les armes pour ça, même s'il y a 1-2 joueurs de ballon comme Mangani ou Fulgini dans cette équipe, c'est compliqué pour elles de faire le jeu. Maintenant, du coup, tu as 2 options. Soit toi, tu continues à faire un petit peu le rouleau compresseur, et peu importe que tu mènes 1-0, tu continues ce que ferait le PSG ou ce que ferait sûrement un Olympique Lyonnais, par exemple, dans cette situation. Tu continues à mettre la pression et tu vas chercher le deuxième but, ou tu vas te mettre un petit peu dans la situation de contre, d'attente. Et alors nous, on était peut-être un petit peu entre les deux, parce que dans cette première mi-temps, je pense qu'Angers a pas réussi à faire grand-chose, mais nous, on n'a pas mis une pression non plus incroyable. Il y avait vraiment un tempo qui était très faible. Ouais, mais je trouvais quand même qu'on était bien dans le sens où on occupait le camp adverse, on était en mode gestion. Tu l'as dit, on était entre les deux. On jouait pas trop le contre, mais sans trop pousser non plus pour les... on gérait l'avantage. Ça, on était en mode gestion et je pense que c'est ce qui nous a coûté la deuxième période où on n'a jamais véritablement réussi à re-rentrer dans ce match après la pause. Et c'est le genre de mode gestion qui nous a coûté des points aussi sur d'autres matchs, comme des matchs comme Montpellier ou autres. Ouais, non, on gérait le point qui nous était venu chercher, garder le point au début du match. Ouais. Christophe Galtier, dédicace. Voilà. Mais qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous, monsieur? Voilà, donc malheureusement c'est un peu triste, mais on n'a pas grand-chose de plus à dire sur ce match dans le jeu, parce que 2 équipes qui se sont globalement un petit peu neutralisées, qui n'ont pas pris de gros risques. Coup pour coup. Ouais, pas de coup même. Se sont regardés en chien de faïence. Ouais, c'est ça. C'était un round d'observation de 90 minutes, mais oui, je pense Angers devait pas tellement avoir les armes pour faire beaucoup plus. Ils ont peut-être 2 situations un petit peu dangereuses sur la deuxième mi-temps. Je crois que c'est Toko et Kambi les 2 fois qui arrivent à se mettre en situation et qui finit mal. Et Fulgini après un cafouillage un petit peu... Exact. Et du coup, mais on n'a pas eu des sueurs non plus, des sueurs froides. Nous, on n'a pas... la 94e quand Monsieur Gauthier ne sifflait pas. Monsieur Gauthier il était très bien sur le terrain. Il a fallu nous faire la même que Strasbourg PSG, il y a eu 9 minutes d'égalisation. Franchement, moi Tout était réuni pour le 1 partout, un petit peu classique, donc on commence à avoir... C'est ce que j'ai annoncé dès la 60e, quand la scène était dressée. La manière dont tu rentres dans la seconde mi-temps. Je me suis dit, ça, c'est le scénario des matchs d'il y a 2 ans où on va se faire égaliser, on mérite même de se faire égaliser finalement sur la seconde période, parce que sur la seconde période, Angers est au-dessus, quand même. Il y a plus d'occasions à mettre à leur crédit. Je pense en fait, on mériterait de se faire égaliser, mais Angers ne mérite pas d'égaliser. Donc, je te laisse résoudre c'est très bien résoudre ce dilemme. Mais je prends. Angers a quand même pas fait grand-chose. Et nous, sur la deuxième mi-temps, je crois qu'on n'a jamais été proche du 2-0. Il y a pas de... Non. Peut-être un centre pour Falcao qui essaie de mettre une tête, et c'est tout. Après, c'est que des coups mal joués, finalement. T'es tellement plus habitué, si tu veux,
à combiner devant, que les joueurs ils vont par à coup en solo et puis se retrouvent en fait. Très peu de mouvements, très peu d'appels. Assez, c'est un type de match qu'on a l'habitude de voir. Hein, au final, on commence à s'y faire et on commence peut-être à pressentir que ça va y avoir pas mal de matchs comme ça dans la saison. Et c'est pas forcément réjouissant. Donc, voilà, on prend les 3 points et l'espoir, c'est forcément que ça relance au moins la confiance. On va pouvoir enchaîner, ce qui est pas trop mal avec la réception de 3. Mais oui, bon, il y a pas Porto au milieu, mais j'essaye de. Non, Porto, c'est dans quelle compétition ça? Faut le sortir faut se le sortir de la tête. On se fait Monaco Porto la play après. Ouais. Il y a Nico qui va à Porto d'ailleurs. Non, il y va vraiment. Ouais. Le déplacement pour le match qui ne sert à rien. C'est ça. Non, mais c'est ça les supporters. Voilà, parce que non, ça c'est important. Il faut qu'il y ait du monde. Non, mais Porto, une ville sympa par ailleurs, ce qui est pas. Ouais. Très bonne Francesinha. Une très belle ville. On dit pas Francesinha. Tu dis chaud. Je pense que c'est un débat qui intéresse toute la communauté. Francesinha, non, je crois qu'on dit. Bon, bref. Okay, bon. En tout cas, voilà, on a fait le tour de ce match un petit peu. On va passer aux performances individuelles. Homme du match, je pense qu'il y a un peu de débat. Enfin, un peu de débat. Disons qu'on peut limiter quand même le nombre de joueurs qui mériteraient d'y figurer, mais on va pas forcément en cherchant bien 2. Non, 3 même, peut-être. Ah, tu vas me sortir Endoram, toi. Bah non, mais Souba, peut-être, hein, pourquoi pas, finalement. Après tout, il a fait les quelques arrêts, il les a fait, et effectivement, Falcao derrière qui marque le but. Il y a pas. Il fait un véritable. Il y a Endoram qui fait. Moi, j'en ai un autre. Qui fait pas forcément qu'un match. Moi, j'ai un atome du match. Sidibé. Djibril Sidibé, pour moi. Pourquoi pas, ouais, c'est pour ça. Qui a été. Sur 60 minutes, mais. Ouais, il est sorti, ce qui l'a empêché de faire des bêtises aussi, peut-être, sur la fin de match. Et on espère que c'est pas une nouvelle rechute, parce que, même si je sais pas toi Adrien, mais je sais qu'avec Damien on n'est pas forcément les plus grands fans du Djib. Force est de constater qu'il est quand même notre meilleur arrière droit et un des joueurs à peu près à son niveau depuis le début de saison, pas trop catastrophique. Moyen quoi. Ouais, son niveau est moyen, mais lui du coup est moyen. Il est pas en dessous comme un Almami Touré. Pour moi, c'est une des valeurs à peu près sûres, et ce soir je l'ai trouvé bon, et en plus son centre débloque quand même. Alors il y a Falcao, il y a Baldé Keita sur l'action, mais du coup, j'ai envie de le récompenser ce soir. Il met un bon centre, et je l'ai trouvé plutôt pas mal de manière générale. Donc, voilà. On peut dire qu'il a ses qualités et ses faiblesses. Non, c'est vrai, mais. Ce qui est bien avec les avis tranchés, c'est que ça relance le débat. Ouais, carrément. Ouais. En somme, vous êtes une sorte de provocateur. Non, mais pour ce qui est de Sidibé. Celle-là, elle est pour toi, Jules. On connaît aussi. Qui rechigne un petit peu des fois à l'effort. Bon là, le fait qu'il sorte à la 60e, tu l'as dit, ça épargne peut-être 2-3 bêtises et des replis défensifs qui nous ont fait hurler sans doute devant la télé. Sidibé fait un bon match, un bon retour, et puis ce centre, il est quand même accrédité d'un très bon centre que Falcao conclut vraiment de manière sublime de la tête. Donc pour ça, oui, je trouve ça logique que tu le places en homme du match. C'est pas le cas pour moi, j'ai décidé de mettre Falcao parce que c'est quand même lui qui nous sort de ce pétrin. Alors, pas grand chose à se mettre sous la dent, il commence bien le match avec cette tête. Après, par un coup, je trouve quelques crochets, il va essayer de il est actif quand même. Voilà. Ouais. Il a dézonné pas mal, il avait quasiment aucun autre ballon dans sa zone. Dans la surface, dans la surface, à part en seconde mi-temps, la tentative de centre où il essaye de remettre une tête, il a aucun ballon dans la surface. Voilà, il a pas joué la carotte comme certains le font. Il a essayé de dézoner, il a essayé d'aller chercher des ballons sur le côté, il a essayé de combiner, ça n'a pas donné grand chose, mais au moins dans l'état d'esprit c'était plutôt positif. Et sur le chat, il y a un nom qui revient aussi, c'est celui de Kevin Doram. Alors on en parlait, je pensais que tu allais me le citer en homme du match, parce que pendant le match, même Damien, tu m'avais dit... Peut-être pas en homme du match, mais c'est vrai qu'il a fait une partie intéressante quand même. Hein, donc, mais ouais. C'est pour un garçon qui a si peu joué en 1 an et demi, c'est pas évident de se mettre comme ça dans le rythme de match de Ligue 1, d'en enchaîner 2 en 3 jours. Sans être exceptionnel, il prouve qu'il peut être un joueur utile dans la rotation, surtout à un poste où il y avait pas mal de défaillances cette année. Et donc,
de là à dire qu'il a gagné sa place de titulaire, je dirais pas forcément jusque-là, mais il profite aussi de l'absence de Tillmans, qui est blessé. Aussi, l'absence de Tillmans, c'est au final l'absence de Méité qui, et même sur le papier cet été, normalement, il part dans la hiérarchie, Méité doit être au-dessus. Il achète un joueur 1 million, Doran il sort du centre, l'année dernière il fait quoi 5 matchs au max, quoi. Mais disons que ça serait bien qu'il puisse jouer un petit peu, même quand tout le monde sera revenu, à mettre un peu plus de concurrence. Vu les matchs qu'ont fait Fabinho et Tillman, ça serait pas forcément. Je trouve qu'il apporte un peu plus de gage sur le plan défensif. Disons que on savait pas trop d'ailleurs si on le positionnait défenseur central ou milieu défensif. Souvent, Sachant que ça l'avait déjà utilisé à ce poste de défenseur central. Ça peut être une solution aussi en défense centrale, alors plutôt en backup du coup, parce qu'on mais je trouve qu'il est plus utile là en tant que milieu défensif, en tout cas à l'instant T. Vu l'hécatombe au milieu et les joueurs qui ne répondent pas présents, c'est vrai que de le lancer, c'est pas une si mauvaise idée de la part de Jardim. Enfin, moi, en projetant en défense centrale, ce qui pourrait me plaire, c'est que je pense qu'il a une qualité peut-être technique et de relance peut-être un peu supérieure à Glick et Gemerson, ce qui n'est pas forcément compliqué. Mais du coup, ça pourrait être, voir si on peut le voir à petite dose le jour où il en manquera un des deux. Bon, sachant qu'il y a aussi Radji du coup et même Kongolo a le mis sur le poste, c'est pas évident, mais voilà, donc si ça serait bien que ce jeune puisse avoir un peu plus de temps de jeu et puisse montrer un peu de choses. Et quand tu joues dans un milieu à 3, il a la place. Que ce soit en backup, tu fais tourner. Mais si on retombe sur un 4-4-2 avec 2 milieux, là t'es pas très bien compliqué. Quitte éventuellement envisager un prêt aussi au mercato d'hiver, mais je pense qu'il a montré qu'il peut nous apporter des choses. Vraiment, idéalement pas au Cercle Bruges, plutôt en Ligue 1, au moins qu'il puisse se confronter au niveau dans lequel on évolue. On y reviendra sur le Cercle Bruges, un de ces quatre. Oui, on fera un dossier dans un club. C'est pas ce que ça donne cette histoire. Qui sortira pour de vrai cette fois. Alors, le flop du match, du coup, là, il y a peut-être. Le flop, c'est le match. Ouais, le flop, c'est vrai. Stéphane Moulin, je sais pas. Voilà, c'est l'arbitre. Stéphane Moulin, insupportable en bord de tout. L'entraîneur de U13, quoi. C'est ça. Oh, l'arbitre! Ça fait 3 fois, là! C'est vrai. Dur. Et en plus, au Louis II, forcément, on entend tout, donc. Ouais, on entend. Il n'y a pas un voyou à un moment? Il y a un voyou qui est tombé des tribunes. Ça, c'est plus ambiance rugby, mais. Il y a beaucoup de voyous au Louis II. Ouais, c'est vrai. Bravo aux supporters, quand même, présents, qui sont une nouvelle fois, quand même. Faire une belle purge. Il y avait moins de monde que contre le Paris, mais. Ouais, un tout petit peu moins de monde. Respect à cela. Mais le tifo était presque aussi beau, je trouve. Lors de l'entrée des joueurs, splendide. Que d'émotion. Le flop du coup pour le vrai, il y a peut-être débat. Boris, t'es plutôt Baldé toi je crois. Ouais, moi les deux joueurs, alors grosso modo moi j'ai trouvé le niveau était vraiment très très moyen. Il y avait un petit peu au-dessus, ouais ça c'est moyen. Ça veut dire moyen. Sidibé, Falcao qui émerge un petit peu au-dessus et qui par le bas c'est plus Baldé et Diakabi et je vais quand même mettre Baldé un cran en dessous parce que alors heureusement qu'il est décisif, on peut dire qu'il est décisif, il fait le décalage sur le but. Ouais. Mais à part ça, succession de mauvais choix tout le long du match. Le QI foot. Il est sympa, il les appelle à André. Il y a Falcao qui essaye d'amorcer une action, qui remonte le terrain. Et Baldé il vient limite se mettre dans la course de Falcao, en fait. C'est assez ahurissant. Il a joué à droite ce soir. Il est toujours un petit peu pour un balai d'un poste à un autre, un coup à gauche, un coup dans l'axe, on sait pas trop. Il a été bon à peu près nulle part pour le moment. Certains disent qu'il sera plus à l'aise dans la 4-3-3, mais est-ce qu'on jouera un jour vraiment en 4-3-3 classique, je sais pas, mais bon, c'est encore insuffisant. Il a joué à droite aussi. Ouais, c'est franchement insuffisant, quoi, ce soir, ce qu'on a vu encore une fois. Bis repetita, malheureusement, j'ai envie de dire, pour Keita Baldé, qui depuis finalement un mois, il marque contre Guingamp, mais il marque en poussant un ballon dans les buts vides. On retient rien, si ce n'est que ses mauvais choix. Quelqu'un qui, pourtant, lève la tête, essaie de prendre l'information, mais va tout de même garder la balle dans les pieds, ne pas libérer le ballon au bon moment. Moi, il y a un joueur qui m'a déçu, c'est Moutinho. Dans le chat, je vois que Moutinho aussi revient. Baldé est aussi sélectionné par nos auditeurs, ainsi que Diakabi.
Moutinho, ouais, je l'ai trouvé en dessous même dans le milieu. Toi qui connais bien le personnage, Damien, toi c'est un peu ton joueur préféré? Mais ça n'a jamais été mon joueur préféré, au contraire, je déteste Moutinho. Ah, vous croyez que. Je suis rassuré. Non, mais le mec, il était tourné gentil pour Kazakh. Non, je plaisante. Moi, j'aime beaucoup Moutinho, c'est vrai. Mais oui, 45, il aurait été résistant, quoi. C'est ça. Disons que j'aurais collaboré dans la façade, mais dans la cave, en fait, j'aurais abrité des réfugiés. Ouais, bien sûr. Oui, effectivement, il a été décevant parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Enfin, c'est dans le jeu, il a absolument pas ni pesé. On m'a parlé de ce manque de lien entre l'attaque et le milieu de terrain, justement. Il en est aussi en partie responsable. On parlait des situations trop rares qu'on avait, notamment sur des contres. Ah, il est un peu lent dans les comptes, toujours. Oui, c'est pas un. Je sais pas si c'est la vitesse d'exécution ou de réflexion, mais. Non, je pense que la réflexion, ça va bien chez lui. En général, la vision du jeu, elle est bonne, mais c'est plus l'exécution ou la vitesse balle au pied. C'est pas un joueur pour mener des contre-attaques comme le faisait un Bernardo à l'époque, jadis. Non, mais t'as pas besoin d'être rapide pour mener des contre-attaques. Les transitions, ils sont pas. Un gars comme Pirlo pouvait lancer des contre-attaques parce que c'est le ballon qui court, c'est pas forcément qui court. Après, il faut que l'appel soit fait. C'est pour toi, ça. En plein cœur. Ah oui, c'est sûr que les appels, c'est pas. Donc si c'est Keita Baldé qui te fait ton appel, c'est chocolat derrière. Hein. Si c'est Keita Baldé. Ah non, pardon. Keita Baldé, tu ne l'as refait. Oui, puisque je l'ai faite dans le club Monégo, mais il n'a pas été enregistré. Donc il peut la ressortir. Je peux la ressortir. Je précise que Christophe l'avait trouvé pourri. Ouais. Keita Baldé, je trouve ça pas. Et pour l'instant, c'est mérité. Donc c'est un peu le bordel parce qu'on a un petit peu fait tous les joueurs en même temps là. Il nous reste quoi? Il nous reste la défense, la charnière. On va d'abord faire Soba. Du coup, on n'a pas. Soba, je croyais que c'était ton homme du match. Je n'y comprends plus rien dans cette émission. Non, mais c'est vrai que si on résume, effectivement, il n'y a pas de véritable homme du match qui se dégage. Il y a des bonnes performances, des performances plutôt bonnes qui se ressortent du lot. Soba. Qui est un petit peu décisif sur certaines actions, qui a gagné beaucoup de temps, donc il nous a rendu service quand même. Ouais, qui s'est pris son petit jaune à la fin. Voilà. Classique, l'école des Balkans, ça c'est. Souba, il faudrait regarder ses stats de carton jaune dans les fins de match comme ça. Et je chope un ballon et je reste au sol. Ça c'est du haut niveau, ça. J'espère que les jeunes regardent. Hein. Alors là, la référence ultime, ça reste le mec qui, quand il pose le ballon sur le point des 6 mètres, sur la ligne des 6 mètres, en même temps il pose le ballon, il défait son lacet. Et là, d'un seul coup, hop, monsieur l'arbitre, attendez. En plus, avec les gants, c'est jamais très pratique. Voilà, ça c'est bon. Du coup, il faut qu'il enlève les gants, et là, il se le redéfait. Voilà. Donc, Souba, voilà, vous avez quelque chose à ajouter dessus, par exemple? Il a fait un bon match. Ouais, moi je lui ai mis la note de 5,5. Moi j'ai mis 5 parce que. J'ai mis 6, ok. Il y a pas, il y a la moitié d'un arrêt, quoi, mais après, il y a un arrêt. Je peux rien lui reprocher, et je n'ai pas non plus grand chose à mettre à son crédit. Il avait pas grand chose pour se mettre en évidence, mais. Donc on n'a pas grand chose à dire sur lui. Voilà. Glick Jemerson. Très déçu. Moyen. Ouais. Alors là, très déçu. Certes, dans l'impact, Glick toujours présent, mais c'est comme à l'accoutumée, donc finalement, j'ai pu être surpris de ça. Il y a eu des tacles glissés, il y a eu une bouche en sang. Ouais, on aurait dit qu'il venait de manger des enfants, là. C'était une très belle image. Vous le croisez comme ça dans la rue, à mon avis, un soir Camille Louis. À 23h. Camille Louis. Dans Lyon profonde, faites pas les malins. C'était une belle image, hein. Ça pourrait devenir une photo de profil, un de ces quatre. Ouais, mais je partage assez, hein, pas hyper rassurant, il y a pas. Ils sont pas tellement incriminés sur des actions. Il y a un dégagement là en fin de match. Sur Jemerson. Où Glick dégage sur Jemerson. Les deux, ils sont plus dedans. Ça rebondit sur un Angevin, c'est la même, quoi. Ils sont pas très rassurants. Après, mine de rien, ils avaient Toko Ekambi en face, qui est, c'est pas Luis Suarez, mais au niveau de la Ligue 1, c'est quand même un attaquant sérieux. Tu peux poser des problèmes, oui. Un attaquant qui fait le boulot, qui a les armes pour poser des problèmes à des joueurs comme Glick et Jemerson, parce qu'il va vite, il va plus vite qu'eux. Donc voilà, ça s'est pas vu ce soir. Ils ont quand même géré ça.
Voilà, l'an dernier, il avait posé plus de problèmes, je pense, qu'il était un peu Kambi. plus en forme. Mais on peut noter en tout cas que les deux, que ce soit Glick et Emerson, ils ont quand même gagné tous leurs duels et tous les duels aériens. Voilà. C'est quand même. Ils ont fait le boulot, mais c'est 2-3 petites situations où ils te font peur. Ouais, et t'as pas la sécurité. Et où, même si tous les matchs tu gagnes ton duel, tu fais une petite erreur, tu peux perdre les 2 points ce soir, quoi. Donc, bon. Et puis les relances, ils nous ont quand même vraiment pénalisé en seconde période où on pouvait pas garder le ballon et où tu redonnes en fait des cartouches à Angers, quoi. Puis balancer. Ça, c'est plus Glick que Gemerson. Des parpaings, des parpaings ou même des passes dans le dos. C'est ça, même en dehors des parpaings, il a le ballon, il n'y a pas encore de pressing et plutôt que de faire une passe précise vers l'avant, il va la mettre mal à son latéral qui du coup est obligé de revenir sur son gardien. C'est les petites. Mais Rome te répondra que quand même ça passe en son ouverture pour Nabil Girard. Mais d'ailleurs, ça ouais, c'était la seule qui avait à citer, quoi. Ouais. Donc on va passer. On a un petit peu parlé de Sidibé. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur lui? On espère que c'est pas très grave. Il est sorti quand même mine de rien sur blessure. Il a été remplacé à la 63e. Il est quand même un petit peu coutumier du fait. Hein. C'est pas le joueur le plus solide. Mais après quel était le problème le concernant? De ce qu'on a pu lire sur les communiqués médicaux du club, c'est qu'il y avait un problème pubien, donc en début les fameux communiqués médicaux, voilà, qui sont toujours légendaires. On soupçonne un début de pubalgie. En général, si c'est mal soigné, si on revient trop tôt, ça finit par revenir. Donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Il fait 90 minutes à Nantes. Il revient de blessure, on l'a remis. Oui, bien sûr, mais est-ce que on espère que c'était plus par précaution ce soir. Toujours des coups. Sidibé, c'est quand même un joueur qui ramasse beaucoup, je trouve, dans les matchs. Donc bon, est-ce que c'est juste un choix de Jardim de dire faire souffler? En tout cas, c'est ce que j'espère. Ce que tu l'as dit, c'est notre meilleur arrière latéral. L'autre latéral congolo, match moyen. Disons qu'il a fait oublier Georges sans le faire oublier vraiment, quoi. Ouais, il y a pas de. Georges, on a souvent des choses à lui reprocher. Congolo, c'est pas forcément le cas ce soir. En tout cas, d'un point de vue défensif. Je l'ai pas vu tacler une seule fois. Non, on n'a pas tellement d'images de lui, en fait. Une des images qu'on a, à un moment, on s'est énervé parce qu'il a fait une conduite de balle directement en touche. Et c'est vrai qu'offensivement, c'est à peu près le néant. Ouais. En même temps, Georges, c'est à peu près ça aussi en ce moment. 4 tacles pour Congolo. Non, mais je veux dire, par rapport à Georges, où tu le vois faire des tacles lissés. Ah oui, c'est plus spectaculaire. Oui. Là, lui est plus dans la maîtrise. Bon, déjà, son physique permet aussi, je pense, de répondre un peu mieux à l'adversaire. En face, il y avait Crivellier aussi. Après, c'est aussi beaucoup une question de placement, des fois. Georges est souvent pris en défaut. Ouais, voilà, il est bien placé. Chez Georges. Là, Congolo n'a pas pris de risque aussi. On n'a pas de souvenir d'une grosse faute ou quoi que ce soit. À revoir, c'est plutôt encourageant. Et s'il peut y avoir un peu de concurrence, c'est toujours bon à prendre. Donc, à voir. On espère qu'il va pouvoir un petit peu enchaîner parce qu'à chaque fois, entre ces 3 matchs, il y a peut-être 5-10 matchs d'écart à chaque fois. Donc, c'est pas comme ça qu'il va trouver de la constance. Ouais. Si on peut le voir, soit à Porto, soit contre 3, ça serait bien. Au milieu de terrain, l'autre joueur qui faisait la paire avec Endoram, c'était Fabinho. Donc, Boris, tu avais en plus exprimé un avis sur Fabinho, un avis tranché. Un avis très tranché dans le club Mounegou, qui n'a pas été enregistré. Du coup, ce que je vous propose, c'est de pas vous dire ce que j'avais dit. Du coup, Fabinho ce soir, il a été plutôt correct. C'est un petit peu comme tout le monde. J'ai dit, c'était assez moyen de manière générale. C'était pas un mauvais Fabinho comme on l'a vu un peu régulièrement ces derniers temps. Je sais qu'Adrien, tu t'aimais bien toi son début de match, mais dès qu'on a commencé à en parler, on a vu des pertes de balles, on a vu un petit peu que c'était moins bien que ça. Donc voilà, moi je suis allé sur du 5,5 parce qu'il était pas mal et que Angers a quand même eu du mal dans l'entrejeu. Il doit y être pour quelque chose. Voilà, c'est pas encore le grand Fabinho. Moi, je trouve qu'au milieu, tu peux pas te passer de lui dans le sens où, quand t'as Moutinho par exemple, qui est aussi nul que ce soir, tu vois bien que. Attention! Il y a que lui qui. Ah, je croyais que t'étais. Ouais, non, mais non, je parle plus. Tu vois tout de suite que c'est lui qui va se permettre de faire la différence, de tenter les choses que ni Ndoram ni Moutinho ne peuvent faire. Ouais, en fin de match, il y a une belle passe qui. Non, mais ça, les lignes. Là, on parlait
On parlait du début de match, je trouve. Enfin, même pendant les 60 premières minutes. Mais après, ça confirme ton propos quand même sur certaines occasions. Après, il n'y a plus rien. Il se perd tout seul, à trop garder le ballon. Je pense aussi, il est seul finalement dans ce milieu-là. Et il n'y a pas le lien avec l'attaque parce que le milieu ne peut pas. Des fois, il est seul, mais il veut bien se mettre seul aussi. Je veux dire. À un moment donné, on se souvient, c'est sur cette action en fin de match où il fait 3 fois le tour sur lui-même, il pivote sur lui-même pour finalement perdre le ballon alors que bien avant il aurait pu la donner. Alors certes, ça aurait pas été la solution du siècle, ça aurait été une passe latérale, mais ça aurait évité une perte de balle complètement stupide. Moi j'ai une théorie, c'est peut-être la défaite du PSG qu'il a atteint mentalement, il a vu son club de cœur perdre. Il était pas dedans du coup, il était pas dedans. Ouais, c'est un motif qui est vraiment souligné par la communauté, à savoir que voilà, il n'y est plus psychologiquement, c'est ce qu'on répète, le fait qu'il digère pas son transfert. Alors on a cru qu'à un moment, ça y est, il relevait la tête, on revoyait. La question c'est est-ce qu'il faudrait le faire partir au mercato d'hiver ? Ça c'était mon avis. C'était un débat qu'on a vu sur le club Monégo. Dites-nous, le pire truc qu'on peut faire, c'est on le vend mais on se le fait prêter 6 mois pour terminer la saison. Au PSG pour leur faciliter évidemment pour leur faciliter la tâche avec le fair play financier, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Mais c'est difficile d'en vouloir à quelqu'un qui, sa 5e saison chez nous, c'est le seul qui méritait véritablement de partir cette saison. Oui. C'est le seul pas qui devait, mais qui avait son billet. C'était, au final, tout le monde est parti sauf lui. Donc, bon, dans la tête, c'est dur. Même il va pas avoir des Brésiliens à côté. On est d'accord. On a quelque chose à rajouter sur Endoram, justement. On en a un petit peu parlé. Ouais. Toi, tu lui reprochais même pas mal de pertes de balles. Hein, mais, oui, pas mal de pertes de balles. C'est le joueur qui a eu le plus de ballons. On avait les stats ou pas sur les pertes de balles Je te mets un petit peu on the spot là, je sais pas si tu étais prêt. Je vais chercher ça. Honnêtement, je vais quand même dire que il était à 87 passes. 86,2% de passes réussies, donc il est au-dessus de Non, il est juste en dessous de Fabinho, c'est à peu près égal, il est un peu devant Moutinho. Ouais, pour le poste, c'est donc c'est normal, il est quand même au cœur du jeu, on a bien vu sa position moyenne sur le match, c'est vraiment dans le rond central, donc il occupe une place quand même très pondérante. Je vais quand même attribuer la note de 5, je trouve qu'il fait son match, clairement. C'est un jeune joueur, moi je lui en demande pas plus, je lui en demande pas moins. Il fait son match, il n'y a pas de problème, ça vaut 5. 5,5 pour moi. Ouais, je vais jusqu'à 6 parce que voilà. Ouais, de toute façon les notes vont entre 4 et 6 chez moi, honnêtement, je lui mets cette note-là pour aussi l'encourager un petit peu, il est jeune. Ça lui fera plaisir, ça, on doute pas. Bien, mentionne le vieux Endo là, ouais. @ le vieux Endo sur... Kevin, pour ton match, je t'attribue la note de 6. C'est comme dans l'école des frères, tu sais, Endo. Non, c'était plus un dîner presque parfait. Mais... Ah oui, pardon. Tu peux être resté bloqué dans les années 80. C'est peut-être un peu ton style, ton délire aussi. Donc C'était toute l'enfance. Moutinho, du coup, oui, moi je l'ai mis 4. Donc c'est avec la plus mauvaise note. Donc j'ai pas peur de saquer. Hein. Ouais, moi, j'ai mis 4 aussi. J'ai trouvé que, comme on l'a dit, en fait, il n'y a pas de relation avec Falcao. En fait, s'il doit jouer 10, il doit être beaucoup plus proche que ça de son attaquant. La seule relation qu'il y a, c'est entre Damien et Moutinho, au final. Voilà. Mais elle est à sens unique, malheureusement. En fait, je trouve qu'il est mieux dans ce rôle de 10 quand on joue des très gros matchs où, du coup, on va plus le voir dans le pressing, il est assez bon dans cet exercice-là. Il a quand même une bonne technique, mais dès qu'on joue contre des adversaires plus petits où on doit faire le jeu, il n'est pas assez décisif, je trouve, pour jouer à ce poste-là. Il faut un joueur plus rapide dans l'exécution, un joueur qui soit capable de venir compléter l'attaquant de pointe, qui soit capable de jouer presque comme un 9,5, qui puisse faire des appels, finir des actions, etc. Et je trouve qu'il est un peu trop limité pour ce poste-là. Et Moutinho en 10 en solution temporaire, pourquoi pas, mais si c'est notre formule pour tout le reste de la saison, je suis pas très rassuré. Ouais, je te rejoins, je compléterai juste. Voilà, Moutinho, il a toujours fait le travail de l'ombre, il a toujours bien fait. Et c'est vrai qu'au moment où il faut vraiment être décisif, il manque souvent à la peine.
N'est-ce pas, Damien? Il a déjà été, ça t'inquiète pas. Ouais, coup franc à Reims, ok. Et un coup franc contre Paris. Lorient. Il a ça dans les cages. Et il a été décisif. Non, mais il est pas décisif comme Dolet, un joueur qui joue à ce poste-là en Ligue 1, comme l'est par exemple un Sanson quand il occupe ce poste à l'OM, comme Fekir, on parle pas, hein, c'est évident. C'est pas le même poste. Mine de rien, voilà, on parle tout à l'heure d'un Casery là avec Rennes qui marque encore, tu vois, c'est plus ce profil-là quand même il faut un joueur un petit peu capable de, ne serait-ce que de mettre des buts. Et Moutinho, c'est du 3 buts grand max quoi sur une saison. Donc, Et même en termes de passe D, là il tire les coups de pied arrêtés, mais bon, on va pas dire qu'ils étaient pas bien tirés, mais bon, ça finit pas au fond. Mais c'est un joueur qui, en termes de stats, n'est pas aussi décisif qu'on l'attendait. Après, c'est aussi un joueur plus incisif, je pense, à ce poste-là. C'est aussi, je pense, la fin de l'aventure. Il faut se rappeler que son contrat arrive à expiration en juin 2018. Il n'y a pas de prolongation dans les tuyaux. Son avec l'Inex pour Damien. Ouais, il va avoir la fin de saison. Non, mais moi, je pense qu'il a vraiment sa place. Moi, je le préfère quand il joue dans les deux devant la défense. Peu importe avec qui. Là, je le trouve pas mal parce que il gratte des ballons. Il est dur au mal quand même. Hein. Il donne pas sa part au chien. C'est un joueur hargneux quand même. Voilà, et mine de rien, même si je regrette parfois qu'il fasse pas des passes un peu plus lumineuses, un peu plus décisives, c'est un bon gestionnaire du ballon quand même. Il fait pas n'importe quoi. Il est rarement catastrophique, on va dire, quand il joue dans ces positions-là. Il fait ses matchs, il gère bien le ballon, il joue court, il joue simple en général, mais c'est pas plus mal, quoi. C'est un poste où c'est à peu près ce qu'il faut faire, donc. Dans le profil que tu le décrivais tout à l'heure, façon un petit peu box to box, à terme, je verrais bien quand même Tielemans répondre à ces attentes-là. Quelqu'un qui est capable de se projeter, d'éclairer le jeu, à la fois de frapper, de se retrouver dans la surface. Voilà, il y a cette histoire d'arthroscopie, mais à voir au fil du temps comment lui aussi va se développer et s'intégrer et prendre part pleinement dans cet effectif. Mais voilà, dans le profil que décrivait Boris, c'est vraiment, je verrais bien Tielemans là-dessus. Je ne vous propose pas de revenir sur Falcao, on en a déjà pas mal parlé. Oui. Baldé aussi, on en a un petit peu parlé, mais Boris, globalement, aussi, toujours très moyen. Hein, le fameux poulet sans tête. Alors je dis ça, tu me disais non, au moins le poulet quand c'était au Campos ou Carrasco, on les voyait. Encore que Carrasco, je n'étais pas tout à fait d'accord, mais c'était Christophe qui au Campos, oui. Mais il a du au Campos, hein, c'est Baldé dans. C'est pas il a du au Campos dans sa façon de s'empaler sur l'adversaire. Il y a quelque chose. Je sais pas parce qu'au Campos le faisait avec un panache. Qui était incroyable. C'est vrai. Il y avait une espèce de chevauchée folle où t'avais l'impression que ça allait passer. Il donnait l'impression que ça pouvait. Baldé, t'as l'impression que c'est un peu lent, que ça manque d'intensité en fait. C'est pas la même chose sur Ocampos. Ça a l'air de vraiment résumer le joueur finalement, qu'il a joué un peu trop facile. Ocampos avait au moins quelque chose pour lui, c'est la garra. Je trouve que dès qu'on parle d'Ocampos, on a des cœurs. Il y a la team Ocampos qui est encore bien présente. En tout cas, c'est la hargne, chose que n'a pas Keita, c'est quelqu'un qui va pas se battre. La grinta. Voilà. Bah là, on est argentin, l'autre, c'est sénégalais. Peut-être pas la grinta. Et donc, Diakabi, qui a fait son... Qui a pas mal cavalé. Moi, je trouve qu'il a fait son match, quand même. Alors, c'est pas... Non, mais... c'est ce qu'on disait pour... Ça, c'est du travail d'analyse. Ça, c'est le spécial dont on sait pas trop quoi dire sur la personne. J'ai dit un peu la même chose sur Moutinho. On n'arrêtait pas de dire ça sur qui l'année dernière. Sur Sidibé, il a fait son match. Il a fait du Sidibé. Il a fait du Sidibé. Voilà. C'était le 30. Bah là, Diakabi, il a fait du Baldé. Il a fait du Diakabi. C'est-à-dire, non, mais des fois, il est capable d'alterner de bonnes choses. Puis de temps en temps, il a des périodes où on le voit plus. Il disparaît de la circulation, mais bon, moi, je préfère. Des fois, je dire un peu le positif. C'était moyen, mais c'est pas forcément en dessous de ce qu'on a vu récemment de Ghezal, de Lopez ou de Keita. Donc, il n'y a pas de raison que lui soit plus écarté que les autres. Je sais pas s'il va le faire tourner comme ça jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se décide à bien jouer, c'est la bonne solution. Mais bon, effectivement, il a fait un match à peu près correct, même si j'étais un poil déçu. Espérons qu'on le revoie un petit peu plus régulièrement. Le seul apport, moi je trouve, au final, c'est la percussion. S'il y a un truc à mettre en avant, et pour comparer avec ce que vient de dire Boris, si on doit comparer Ghezal et Ronny Lopez, ce ne sont pas des joueurs finalement qui vont percuter, c'est des joueurs qui vont dribbler, qui vont tenir le ballon, qui vont arrêter leur course, essayer le petit gris. Alors Diakabi, lui... Dribbler, Lopez
Ouais, si, quand même. Le problème, si tu veux, c'est que. Beaucoup sur ses pas, je trouve. Oui, mais dribbler, alors là, vraiment, il être capable. cherche à cavaler. Je trouve que. Non, mais pour moi, ni Lopez ni Guézal sont des joueurs capables d'éliminer en un contre un. Genre Lopez, éventuellement, s'il est un peu lancé, il peut. Mais Guézal, il n'a pas le coup de rein pour, justement. Guézal, dans le petit périmètre, il peut éliminer un joueur, mais il ne peut pas faire. Voilà, mais Lopez n'a pas la technique pour, selon moi. Donc, il n'y a pas de joueur capable de vraiment éliminer. En tout cas, pour en revenir à Lopez, il est rentré à la 71e, il a remplacé Diakabi, justement, entrée assez quelconque, fantomatique aussi. Et pour finir, bien sûr. Pour faire, forcément, un match de Monaco. Un match pourri ne peut pas se terminer avec une entrée de Carrillo à la 88e. Voilà. Comme, attends, c'est comment on fait là, c'est les mecs quand ils, comme ça. C'est cadeau pour l'enregistrement. Casser le matériel. Voilà. Non, c'est bon, ça marche encore. Voilà. Bon. Voilà, ça manque Carrillo, décidément, déchaîne les foules. Il est rentré à la 87e, mais il a fait un beau dégagement défensif. Cette fois, il n'a pas fait de faute à l'entrée de la surface. On peut mettre ça à son crédit. Voilà. Donc Monaco qui s'impose, Monaco qui revient à la seconde place du classement. Le tour de l'affiche, il y a une ligne, effectivement, mais c'est pas grave, les gens voient qu'il y a du professionnalisme quand même. Donc voilà. 9 points du PSG. Ça y est, l'espoir on a plus que l'équipe et le championnat. Et du coup, on a repris 1 point sur l'OM et 3 sur Lyon, sachant que les deux joueront demain. Voilà, Lyon se déplace à Caen. Lyon se déplace à Caen, on verra s'ils mettent encore un 5-0. Marseille qui va faire un très court déplacement, parce qu'ils vont aller donc à Montpellier, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission. Donc voilà, 32 qui est toujours la meilleure défense de Ligue 1, je crois. Oui. Montpellier, ouais. Donc, éventuellement donner un petit espoir. Rudy Garcia a dit qu'il était les seuls à avoir fait c'est bien galérer. Voilà, du coup, on est un peu content qu'il ait plus cette ligne-là à son palmarès, parce que c'est pas à peu près la seule ligne qu'il a avec un titre. Il a même pas le palmarès que Jardim, du coup. Tais-toi. Bon, c'est la fin du coup, on peut arrêter cette émission-là, on peut conclure, je pense. Ouais. Match moyen, hein, donc finalement, on va pas en retenir grand-chose, si ce n'est les 3 points, c'est la seule chose qui est importante ce soir. Les prochains rendez-vous, donc ce sera la causerie de Porto. Pour finir en beauté cette épopée européenne. Voilà, donc un petit docu qui va être préparé par le club d'ailleurs sur toute cette histoire autour de on a hésité à la faire, mais on va être professionnel. Ouais. On va faire les 2 émissions aussi pour Porto, la causerie. Enfin, je dis moi non, parce que moi, j'avoue que. Moi, je la ferai pas. Je m'en tamponne un petit peu comme on tamponne le coquillard. Non, ça tamponne Marion Cotillard comme non, c'est tu finis mal. Donc oui, ce sera la causerie, ce sera lundi. Le match évidemment mercredi à 20h45. Donc le débrief qui sera à suivre juste après. Et ensuite, ce sera place au match un peu plus important. On sait si on a du live ou pas pour donner l'info à nous. Je crois pas. D'accord. Je crois pas. Donc ce sera ensuite le prochain rendez-vous pour la 17e journée de Ligue 1. La bonne nouvelle aussi, c'est que Falcao a repris un but aujourd'hui à Cavani. 14e réalisation. Et Cavani est à 17. Ouais. Donc merci de nous avoir suivis en live. Apparemment, je crois que vous avez quand même pas mal réagi. C'est vrai qu'on n'a pas pu beaucoup lire vos des questions. Désolé, c'est vrai que les réponses sur des fois, disparaissent assez rapidement. Mais en tout cas, c'était très gentil de nous suivre. C'était une super expérience, mine de rien. Débrief quand même. Si c'était le match. Voilà, ça reste quand même. Voilà, heureusement, il y a le grand Vegui qui rattrape le coup. Je pense que le grand Vegui t'a procuré plus de plaisir. Même s'il s'est fait désirer ce salopard quand même, parce que ça n'a pas duré 90 minutes. Voilà. Mais bon, c'était une bonne expérience avec un débrief dans ces conditions-là. C'est toujours plus agréable, plus sympa. Donc merci de nous avoir suivis, c'était une grande première pour nous d'avoir fait ce live vidéo. J'espère que l'expérience vous a plu, nous on a adoré ça. Voilà, il y a quelqu'un qui met plein de cœur, donc merci. Ça se défoule. Cœur sur voir. Voilà. Hop. Merci à vous, vraiment. Voilà, on va passer pour des Believers maintenant. Mais voilà, c'était super et c'est vrai que cette expérience ne pourrait pas avoir lieu non plus sans votre soutien. Merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée. Et le plus important surtout, c'est les 3 points. Non, ta gueule.
Du coup, vous voulez qu'on prenne peut-être quelques questions s'il reste non, des gens. on peut rester. Ah oui, pourquoi pas. On a alors il y a encore du monde, mais on a interrompu. Maintenant, on est en off, on est entre nous, ça y est, on peut enfin on se a dire les choses. interrompu l'émission, mais on peut continuer à discuter, peut-être être un peu plus C'est le interactif. truc le moins con que t'aies dit ce soir, tu vois. Ouais. Bah, On aurait dû commencer par ça, en fait, l'émission directement. C'est toujours bon à prendre. Et on vous posait les questions, on fait une libre antenne, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas eu le bisou. Donc répondez à la question de Boris, qui est le plus beau gosse? Non, plaisante. Non, ça par contre, non, là, c'est bon, on n'est pas sur chatroulette. Donc voilà, il y a encore du monde, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, Ouais. Ah, je crois qu'il y a un petit Rome là qui nous a... Il y a, je crois, Romain qui a dit... Alors on nous demande où est-ce qu'on est géographiquement. Allez, une bière. Mais non, par contre, je vais remplir les verres d'eau si ils veulent. D'accord. Ouais, tiens, merci bien. Merci garçon. Donc, pour info, on est sur Paris tous les trois. Il y a Romain aussi qui fait les émissions et qui fait beaucoup la partie technique chez nous. Notre directeur technique. Qui est sur région parisienne. En fait, c'est assez spécifique, mais il y a personne qui est vraiment sur Monaco dans l'équipe ou même dans la région. Surtout les anciens de SN Foot et qu'on a quelques relations. Voilà. Nous, on est quand même locaux, Boris. Ouais, on y tient. On en vient de la région, mais voilà, on est expatrié pour des raisons professionnelles ou autres, et du coup, on essaie de garder le lien, avec la communauté, qui de toute façon, c'est assez représentatif au final de la communauté. Il y a beaucoup de supporters parce qu'on est partout. Hors des bases. Il n'y a pas de frontières, quoi. Ouais. Il y a Rome qui demande si on a été bon sans lui, et je pense qu'on peut lui confirmer. Ouais. Bah, on est toujours bon sans lui. Ouais, on s'en est... Ah, c'est vrai, toi, t'arrives à avoir On tous s'en est sortis. François, non, pas de bière. Il demandait si on prenait une bière. Non. François, qu'on a déjà eu en libre antenne dans ce club, qui est un ami de la radio. On a carrément, on donne les. Ouais, il y a des grades dans les. Il y a les amis, il y a les copains. Non, pas de bière, c'est une émission sérieuse, même s'il y en a qu'on peut peut-être visiter éventuellement le salon du vin cet après-midi à Paris, porte de Versailles. Ouais, c'est pour ça qu'on se calme un petit peu là. Voilà, le match m'a un peu assommé là. Pas de bière, par contre, il y a eu du fast-food, ça on peut pas dire le contraire. Bonne question d'ailleurs de François, quelle attente pour le mercato? Est-ce que vous on y pensez viendra, mais on peut commencer effectivement. Le statu quo ou si jamais ça bouge, moi je pense pas que ça va bouger. Moi j'attends pas de gros investissements, voire pas du tout, surtout qu'il n'y a plus de Coupe d'Europe. Il y a un nouveau directeur sportif, donc à voir comment lui va trouver des joueurs. Il y aura des joueurs certainement de son réseau qui risquent de venir parce qu'il y aura peut-être des solutions un peu prises dans l'urgence. Faudra peut-être pallier certains manques. Moi j'attends peut-être plus. J'ai dit pallier, pas pallier. J'ai tenu compte de ta remarque. J'attends peut-être plus des départs de joueurs qui se sont pas trop fait pour l'instant dans le moule, même si au final c'est marrant, Diakabi et Eldoram commencent aussi à jouer. Donc au final on peut se demander qui serait éventuellement candidat à un prêt, à un départ. Au Cercle Bruges. Et éventuellement, à voir, c'est pas trop la politique, mais vu qu'il n'y a plus de Coupe d'Europe, est-ce qu'il y a une petite crainte sur du Lemar et du Fabinho, qui sont les joueurs qui ont un peu de valeur marchande, mais voilà, c'est encore, il y a tout un mois de décembre déjà à tirer. On nous demande s'il peut y avoir une rencontre avec l'équipe de Radio de répondre. À terme, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, bien sûr, avec plaisir. Nous sommes ouverts à toute ta proposition. Tant qu'on nous paye les bières, moi, il n'y a pas de problème. Après, comme on vous dit, logistiquement, on pourrait faire quelque chose sur Paris, ça serait sûrement plus simple. Sur Monaco, même si on y va de chacun peut-être de son côté. Alors nous, on a de la famille. Toi, je sais que ça t'arrive aussi d'aller voir des matchs, mais on n'a pas forcément encore organisé de déplacement. Voilà. Même si on espère peut-être faire des déplacements aussi. On avait projeté éventuellement d'aller voir Amiens. Puis on n'a pas voulu finir sur la pelouse la Licorne, donc finalement. La réouverture de la Licorne, on s'est dit on va peut-être. C'est vrai qu'il y avait cette incertitude-là. Qui est le meilleur de vous trois à FIFA? C'est moi. Non, mais t'en sais, on n'a jamais joué. Alors on va peut-être régler ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire un live gaming. Ouais, bien sûr. Ça fera certainement plus de vues d'ailleurs. On nous demande, est-ce que vous préférez Juan Pablo Pino ou Keita Balde?
D. Juan Pablo Pino. Bah, pour l'instant, oui. Juan Pablo Pino, alors c'était des très mauvaises années, mais c'était presque le seul ou un des seuls rayons de soleil avec Néné à cette époque-là. Oui, pour le coup, il savait faire des choses avec Park Cho-young. Il avait accéléré quand même s'il y avait un côté poulet sans tête. Il y avait, ouais. Ouais, mais une fois qu'il était coquet, il devenait bon. Mais sinon, il a raté des choses, je pense, dans sa carrière. C'était putain. Il a surtout raté son retour en Ligue 1. Il faut se souvenir qu'il est Bastia, la saison précédente. Ouais. Parce qu'il a fait quoi? C'était à l'Olympiakos qu'il parle de mon big match ce soir. On sait beaucoup trop de choses sur Tadic, je trouve. Oui, je trouve. Ça m'ennuie un peu. Ouais, je comprends. Ouais. Ah, bah, François, du coup, il était à Amiens. Il a pu voir ce magnifique match. Il a pu voir Lassina Traoré de ses yeux. Donc... Moutinho, Pokrivac. Pokrivac. Petit Nicolas était pas mal, hein. Ouais, voilà. Belle époque, ça. Que des bons joueurs. Non, j'aime bien décrire Moutinho, mais quand même pas Pokrivac. La paire Leko Pokrivac, c'était quand même une bonne paire de bouchées. Puis après, c'est pas ce que la Croatie nous a donné de meilleur. Ouais. C'est-à-dire que le même pays nous a donné à la fois Leko et Modric. Donc, Pokrivac et Rakitic. Et Simic. Ah, c'est vrai qu'on a eu Simic aussi. McFleury, non, ça c'est pour Boris, le McFleury. Ah, moi j'ai eu aussi le McFleury d'un Caramel, pour information. Bon, les questions sont assez variées finalement, c'est intéressant. Ah oui, c'est vrai que Souba aussi. On a eu une petite colonie croate, hein. On a eu des peurs chaudes. Mine de rien, ouais. On a eu du monde. On fera peut-être un dossier sur les Croates à Monaco. Les Croates de l'AS Monaco, ouais. Ouais, non. Non, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mbokani ou Welcome. Là, par contre, il y a vraiment duel. Pour le coup, entre Mbokani et Welcome. Welcome, je pense. Georgie. Il a mis 2-3 buts. Ouais. Un but à Saint-Etienne et un but contre Rennes, 1-0 à domicile au Louis II. Il nous a rapporté plus de points que Mbokani, ouais. Et Moussa Mazou ou... Il faut comparer avec des joueurs de maintenant, sinon... Tu vois, Carrillo ou Welcome. Waouh, dur. Allez. Oh putain, je sais pas si Welcome est capable de autant toucher les poteaux, donc je mettrais Carrillo. Bah, Carrillo, après, il faudrait comparer peut-être la moyenne de buts par match. Disons, Carrillo, il est à 2 saisons et demie maintenant. Il a forcément mis un petit peu plus de buts que... Une bonne question de François. Même si je pense que ça atteint pas les joueurs directement et que c'est plus l'état-major, l'élite dirigeante qui est affectée par ça. Les joueurs, je pense, sont pas du tout concernés par l'affaire de Ribolovlev, ce qui se passe en privé. Après, je pense que c'est le climat ambiant, le fait qu'on disait, les joueurs qui ne partent pas, enfin tout ça en fait fait qu'il y a peut-être une atmosphère un peu pesante autour des joueurs et qui ne peuvent pas s'épanouir autant. C'est un sujet qui touche pas au terrain, mais qu'on avait hésité à traiter aussi, hein, parce qu'il y a des livres qui sont sortis sur le sujet. Il y a pas mal d'articles, il y a une actu. Nico est dessus. Surtout non, il est pas dessus, il les a achetés. Mais... Et ça a un impact forcément. Ça a un impact peut-être pas à très court terme, mais ça a un impact à moyen long terme parce que c'est le monsieur qui choisit les dirigeants, c'est le monsieur qui choisit la politique du club. Et puis c'est le monsieur qui met des sous dans le club. Donc ouais, mais il délègue vachement quand même. Oui, il délègue, mais il choisit à qui il délègue. Donc si lui est moins investi, si lui a d'autres soucis à gérer, si lui a des problèmes, c'est à surveiller. En tout cas, ça peut avoir un impact. Il y a les biographies en plus sur Ribolovlev, les 2 livres qui sont sortis, c'est quand même des... c'est un livre de commande. Ouais. Voilà, c'est 2 livres de commande. L'autre aussi, je croyais que l'autre était plus... Je pense que l'autre, il vient de l'opposant pour Ribolovlev un peu, donc il y a un peu de ça à mon avis. Donc c'est vrai que c'est intéressant si on peut confronter les 2 points de vue face à face, mais bon, ça risquerait de mal se terminer, je crois. Mine de rien, il avait commencé un projet où il avait mis beaucoup d'argent. Il y a eu l'histoire du fair play financier, mais on disait aussi qu'il avait son divorce, etc. Et que c'est pas innocent dans le changement de politique qu'on a eu derrière, où on a plus acheté des Rames, des Moutinho, des Falcao, où on a acheté des joueurs moins chers. C'est pas qu'on a arrêté de dépenser de l'argent, mais on a complètement changé de politique dans le sens où maintenant, il faut que les comptes soient équilibrés, il faut qu'on vende plus que ce qu'on achète. C'était pas forcément le cas au début. Donc, est-ce que c'est dû au fair play financier? Est-ce que c'est dû à ses soucis financiers à lui? Est-ce que c'est un petit peu des deux? Voilà, c'est pas neutre non plus pour le club. Donc c'est
c'est des choses à surveiller dans les mois qui viennent. C'est vrai que quand on y repense, depuis l'arrivée de Ribot, on a juste eu 1 an et demi assez calme, où on va dire c'était... il avait carte blanche, il était en roue libre, il était emmerdé par absolument rien. Bon, il y avait juste cette histoire de divorce et que apparemment Andorra il voulait se rapprocher du palais pour obtenir un passeport. L'autre n'a rien palpé. Et il a jamais eu le passeport monégasque non plus. Il a peut-être eu la crainte de se faire taxer. Je suis pas certain parce qu'il parlait déjà qu'il avait placé dans les trusts. Séparation des biens. Voilà, très bon move. Enfin, son mari. Séparation des biens. Chacun. Pas de con quand même. Non, mais il avait des trucs dans les trusts à Chypre, etc. Donc globalement, sa fortune, elle a été préservée. A priori, il risquait pas de... C'est vrai que, comme le dit François, il n'y a pas uniquement des problèmes financiers, mais aussi judiciaires. C'est-à-dire si Ribolovlev va pour dire simplement va en prison ou quelque chose comme ça, c'est pas neutre non plus, quoi. Donc, c'est pas neutre. Et puis si lui est pris dans des affaires judiciaires, forcément il a moins de temps à consacrer. On sait, tu l'as dit, c'est Vadim Vassiliev qui gère au quotidien le club, hein, mais bon. Et Jean Petit. Ouais. Big up à Jean Petit. Et à Richard, notre ami Richard, c'est son neveu. À Richard. Ça, Richard, c'est la base. Un bar à Paris où on a été voir. Manchester City, c'était notre au comptoir, qui était présent lors du débrief ASM Foot Manchester City Monaco. Big up à lui. C'était ma première émission. Moi, j'ai pas fait partie de l'aventure ASM Foot et je m'étais incrusté ce soir-là. Et puis du coup, après, je me suis incrusté aussi dans une question de JC Anderson. Vous pensez quoi du Est-ce que c'est le frère de Sony JC, si tu pourrais nous apporter la réponse. C'était quoi sa question du coup? Son frère Jean-Claude. Le nouveau DS. La question vraiment intéressante parce qu'on en a parlé dans le Club Mounegou. Ils en ont parlé entre eux. Vous le savez, le Club Mounegou, on a fait l'émission, l'enregistrement n'a pas marché, le live n'a pas marché, donc c'était très select. Hein. Je précise, donc n'allez pas la chercher, on a perdu le contenu malheureusement, mais Damien, c'est toi qui avais beaucoup travaillé le contenu. Si tu veux peut-être ressortir... Je l'ai perdu de ma tête. T'as tout oublié? Non, je l'ai pas oublié. Tu veux sortir 2-3 éléments sur Aimé Lavo? Je me souviens qu'il avait quand même... il avait globalement un parcours de joueur, d'ancien joueur notamment international. Il avait fait la Coupe du Monde en 94. Puis c'est vrai qu'il est arrivé à Chelsea dans les valises d'Avram Grant, entraîneur israélien, qui est arrivé lui-même à Chelsea par l'intermédiaire de Pini Zahavi. Donc il y a un agent de joueur très influent, pas forcément le plus connu, pas aussi connu on va dire qu'un Jorge Mendes ou un Mino Raiola qui ont plutôt tendance à faire parler d'eux pour d'autres raisons, pour les commissions qu'ils engrangent. Là on parle d'un agent de joueur beaucoup plus porté sur le côté politique, géopolitique et stratégique. C'est plus un intermédiaire qu'un agent. Et parfois un intermédiaire. Voilà. C'est pas tellement les joueurs qui représentent, mais ils se glissent dans des transferts. Voilà, ça Mendes fait aussi, mais c'est vrai que des fois il fait des choses dans un autre niveau que le seul niveau du foot. Ça je renvoie pour ceux que ça intéresse à la vidéo de Romain Molina. Sur YouTube. Il a fait un entretien avec Romain. On a le droit à tout le temps un petit coup de Romain Molina. Non. Il a pas fait c'est toujours le même. C'était pas lui pour la causerie à Marseille. En tout cas, ferme-là, je finis. Non, c'était Romain Pelli. C'est Romain Pelli. Je vois. Et du coup, il disait que Pini Zahavi était un joueur qui pouvait notamment avoir un agent de joueur qui pouvait avoir intérêt à favoriser le transfert d'Mbappé et Fabinho au PSG pour le rapprochement entre le Qatar et la Russie, donc la Russie, Ribolovlev qui pourrait avoir des intérêts convergents avec la Russie de Poutine et le Qatar qui a les intérêts aussi pour améliorer son image avant la Coupe du Monde et à l'international. Donc sur ce plan-là, ça peut aussi négocier, ça peut entrer en considération. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de réseaux aussi. Maintenant, on verra bien. Voilà, et Benalo, il faudra qu'on juge sur pièce et c'est toujours dur de voir quel est exactement l'impact d'un directeur sportif sur un club, à quel point c'est lui qui choisit les recrues, la politique. Ce qu'on peut dire pour sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a des réseaux. Il a été, ça fait depuis 2011 à peu près qu'il est à Chelsea. 2007, voilà, ça fait 10 ans qu'il est à Chelsea. Il a monté les échelons, on peut dire. Il a commencé simple scout. Il a d'abord fait la supervision des adversaires, il est devenu chef des scouts, ensuite il s'est occupé de mettre en place le programme des jeunes aussi, notamment la détection. Et c'est là que Chelsea avait 60 joueurs à un moment donné et c'est lui qui gérait aussi les prêts dans les différents clubs pour les amener
pour amener ses joueurs un peu au plus haut niveau et savoir s'il était capable finalement de percer à Chelsea, donc notamment Mario Pasalic, pour ne citer que lui, entre autres. Et ensuite... Après, il faut quand même féliciter, alors je sais pas s'il a œuvré dans ce sens-là, mais les équipes de jeunes à Chelsea, elles ont tout raflé. Que ce soit le championnat, la Cup ou la Youth League, il y a toujours eu des bons parcours de la part des équipes de jeunes. Et c'est que ça a assez peu converti en équipe dans l'équipe première. Oui, mais parce que c'est une équipe qui recrute à tout va, il n'y a pas la place pour ces joueurs-là. Ça fait longtemps qu'on entend parler par exemple des mecs comme Loftus-Cheek qui doivent être bons, comme... Solanke qui a dû partir à Liverpool, des mecs comme ça. Hein. Et puis même, je regarde dans l'équipe anglaise U20 ou U21, il y a beaucoup de joueurs de Chelsea. Mais donc c'est surtout, on mise beaucoup sur la quantité pour qu'à l'intérieur il y ait suffisamment de qualité pour ressortir les meilleurs éléments et que ça suffise, notamment un parcours de jeunes. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il a occupé 3, 4, 5 postes différents. Il a évolué. Et qui, du coup, lui donne une vision d'ensemble assez intéressante sur ce qu'est un directeur sportif. C'est-à-dire, il a été proche du groupe pro, il a été proche de la politique des jeunes. Proche, justement, et c'est ce qui lui a été reproché, et ce qui a peut-être un peu conduit à son départ, c'est que... Ouais, les relations avec Conte. Les relations avec Conte, Mourinho parfois un peu ombrageuse à cause de sa... On lui reprochait notamment son ingérence au niveau de l'équipe, etc., ce qui ne plaisait pas forcément aux entraîneurs. Donc, et il a été impliqué dans le scouting, dans le recrutement, les négociations. Donc, est-ce qu'il est bon dans ces tâches-là? On ne peut pas le dire, nous c'est compliqué. Maintenant, il a au moins une vision d'ensemble qui est assez intéressante. Il a probablement des réseaux parce que Chelsea a recruté dans l'Europe entière, si ce n'est dans le monde entier. Et ce qu'on disait aussi quand on en parlait l'autre jour, c'est que c'est un choix qu'on peut comprendre parce que ça s'inscrit pas mal dans ce que veut faire l'AS Monaco, recruter des jeunes, les valoriser, soit les mettre dans l'équipe première, soit les revendre. Et du coup, c'est un peu ce qu'il a fait à Chelsea avec d'autres moyens. C'est pas bête du coup d'imaginer répliquer ça à l'AS Monaco. Je dis c'est logique, maintenant nous on n'est pas forcément tous fans de cette politique non plus. On aimerait peut-être une politique avec plus de joueurs confirmés, mais le choix se comprend en tout cas. Après voilà, la politique, les prêts par exemple, nous on a peut-être à une échelle moindre, on est pas mal là-dessus aussi, on prend plein de jeunes, on a eu des joueurs comme Corentin Jean, Nardi qui ont quasiment jamais joué à l'AS Monaco, qu'on a acheté, qu'on a prêté et qu'on revend à la fin, on n'a même pas fait de plus-value. Ça risque peut-être d'être la même sur Aïd Benasser. Isimat Mirin, voilà, il y a eu, alors Abdou Diallo a été formé au club, mais pareil, des prêts, et puis au final ça part parce que Tisserand, des joueurs qui s'imposent jamais. Ronny Lopez, c'est un des premiers, je pense, qui a eu un prêt dans ses jeunes années et qui revient et qui a du temps de jeu et qui va peut-être faire une saison un petit peu complète. Et voilà, du coup, on verra. Mais je suis en train de penser à une chose, juste là comme ça, qui me traverse l'esprit. Est-ce que finalement, Ronny Lopez, on le fait pas autant jouer pour espérer justement faire une plus-value sur lui, ce qui est quand même le but de chaque joueur de l'AS Monaco aujourd'hui, mais dans le sens où on imagine très bien on peut imaginer que le staff ait conscience de ses limites, que c'est un joueur qui peut pas forcément prétendre à les top 3 de Ligue 1. Il faut faire des bonnes performances pour gagner. Mais vu la gueule du marché, c'est pas du tout impossible de voir ce joueur partir pour au moins 15 voire 20. Pourquoi pas? Vraiment pas impossible. Est-ce qu'on mise pas un peu sur ce joueur-là dans une situation de transition, qu'on valorise ce joueur-là, sachant qu'on imagine qu'il n'aura pas forcément un avenir au club? Là, je pense un truc comme ça. C'est difficile à jauger. Il faut se rappeler que nous, on l'a acheté soi-disant parce que c'était une opportunité de marché. Ouais, il restait pas cher dans le contrat. On a acheté 10 millions. Il sortait d'une saison à Lille. Moi, je l'avais trouvé vraiment bon à Lille. En fait, à l'époque, j'étais satisfait de ce transfert, honnêtement. Ouais, plus que des Bosquilla ou des mecs qui sont arrivés lors de cette intersaison. Ouais. On l'a renvoyé 2 saisons. Et Fares Balouli. Ouais. Il a fait des Alan Saint-Maxime. Ouais. Non. Ah si, c'est ce qui a valu la brouille avec pour répondre à ta question, faut quand même se dire que grâce en fait à cette on va dire putain non, je sais même pas comment le dire en fait. À cette visibilité que lui offre Monaco en fait en étant titulaire, il a quand même réussi à être appelé en sélection. Alors certes, ça veut pas dire grand chose, mais déjà en termes de visibilité, tu gagnes un peu plus déjà, un statut aussi qui est conféré, même s'il n'est pas du tout installé dans cette équipe nationale.
C'est un joueur, pour moi, j'ai beaucoup de mal à le définir, à le cerner. On n'arrive pas à s'en servir convenablement et là, même sur sa rentrée, il a rien apporté. Pour moi, il ralentit plus le jeu des fois qu'autre chose. Après, moi, je pense qu'il joue tout simplement parce qu'il est pas moins bon que les autres sur le poste. En fait, il n'y a pas scandale à ce qu'il joue. Là, il est dans une passe assez difficile. Mais depuis le début de saison, à mon avis, c'est le meilleur ailier. Finalement, c'est pas. Moi, dans mon idée, c'est qu'on avait conscience que ces joueurs-là, ce sont pas des types sur lesquels on miserait l'année prochaine. Et qu'on les fait jouer coûte que coûte pour les valoriser, on les vend plus cher, ouais, ça permet de... Qui on ferait jouer d'autres? Ah bah on prendrait quelqu'un d'autre alors. Ah, tu veux dire des recrues? Voilà, on recruterait quelqu'un à ce moment-là. Ouais, je Lopez, un peu la chose comme ça. Et pour moi, Lopez, il va pas être titulaire déjà. Normalement, c'est Lemar et à droite, Baldé, Guézal, Lopez. Mais Guézal, ouais, ça. Et pourquoi pas lui, justement. Il a montré qu'il n'était pas plus mauvais en fin de compte. Ouais, moi, si on fait l'équipe type depuis le début de saison, Lopez, il est dedans. D'ailleurs, on l'avait pas dit, parce que c'est la deuxième fois, alors que la première, c'était vraiment à Nantes. Mais c'est la deuxième fois qu'il est pas titulaire. Non, c'était contre Paris. Contre Paris. Du coup, il enchaîne. Ah ben non, il a joué à Nantes. Il a joué Nantes, mais du coup, c'est. Et Nantes, c'est la deuxième fois qu'il était pas titulaire. Il perd tous ses ballons. Guézal est à peine mieux, on va dire, quoi. Et François qui nous dit recrutons. Moi, je suis pas très optimiste sur le fait qu'on recrute, en tout cas, du gros joueur. On en parlait pendant le match. Peut-être de l'opportunité à la George Emerson, c'est-à-dire un joueur qui arrive d'un autre contexte et qui vient s'acclimater un petit peu. Ouais. Mais recruter des titulaires en puissance, le groupe, il n'est pas très fourni forcément en qualité, mais en quantité, il est déjà fourni. Il y a déjà quasiment 2 joueurs par poste, donc sauf des départs. Oui, puis Jardim, je pense pas qu'il a envie de travailler avec un groupe plus étoffé. C'est ça, alors soit on arrive à... Si tu regardes le vestiaire là qu'il y a eu avec Abdou Diallo récemment sur SFR, Diallo il lui a dit, là il lui a dit carrément, j'ai 5 défenseurs centraux, il y a Glik Génerson, il y a Radji, et ensuite ça se joue entre toi et Tisserand, donc il y en a un des deux qui part. Voilà, donc il veut pas, Jardim ne veut pas un groupe plus large que ça. Non, et puis Guézal va pas partir au mercato d'hiver, Lopez ça m'étonnerait, Keita Baldé va pas partir, il va arriver, peut-être un prêt de Diakabi, mais du coup l'effectif est déjà assez fourni quoi. En tout cas, je rappelle juste un truc, vous avez le lien sur notre Twitter pour aller noter les joueurs, si c'est pas encore fait. Allez noter les joueurs sur le match de ce soir. Belle prestation. Soyez honnêtes, soyez francs, comme nous l'avons été. Plus on a de notes, plus ça a de sens. Voilà, on met le sondage après chaque match, donc on fera les tableaux en fin de saison, on verra un petit peu ce que ça donne. Il y a J.C. Anderson qui nous relance une fois. C'est frère de Kenneth sur Mbokani plutôt Mbokani ou non, il nous parle de la rumeur Arda Thuram. C'est vrai que celle-ci, ça fait au moins 2 ans qu'on se la mange. Un joueur qui a été acheté très cher, je crois 50 millions à l'Atlético. Ça vaut quoi aujourd'hui Arda Thuram? C'est déjà mieux que pour moi, enfin c'est déjà mieux que Ronny Lopez pour moi. En fait, au niveau de la forme surtout. C'est ça, c'est qu'au Barça, ça n'a jamais vraiment pris. Après, sur le potentiel, c'est un joueur qui à Atlético Madrid était exceptionnel l'année. Si tu l'avais pris à la sortie de l'Atlético, oui, clairement. Mais la question, c'est le rapport qui a été pris. Alors, si on peut gratter un prêt de 6 mois avec une option d'achat, qui éventuellement voir le gars un petit peu à l'essai, mais ça doit être un joueur qui doit avoir un salaire astronomique. Ouais. Qui doit avoir la trentaine passée, je pense. Oui. Donc c'est pas un joueur sur qui tu vas faire une plus-value. Et c'est le genre de joueur, dans le contexte Monaco, je me méfie un petit peu. Je le connais pas particulièrement, mais ce genre de joueur un peu rompu au gros club, qui arrive dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de pression, la vie monégasque est assez réputée. Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Si on peut le faire à moindre frais, comme je disais, sur un prêt qui est pas trop engageant, pourquoi pas y réfléchir, mais j'ai du mal à donner beaucoup de crédit à cette rumeur pour l'instant. Ouais, si ça s'est toujours pas décanté après 2 ans, bon, je vois pas pourquoi maintenant on réactiverait cette piste. Même il y avait un auditeur, alors ça remontait, je sais plus qui c'était, mais qui nous disait William Carvalho, la rumeur est ressortie aussi ces derniers jours, pareil, c'est un peu un vieux serpent de mer, ça fait 3-4 ans je pense depuis qu'il y avait les joueurs Jardim, quoi, depuis que Jardim aussi est venu.
Et William Carvalho, on va activer les anciens joueurs du coach. Qui a un super milieu de terrain, un petit peu fragile. Comme Adrien Silva aussi, Sporting, qu'on a eu le droit comme un rumeur. Mais qui me semble un petit peu maintenant en dehors de nos prétentions. Quoi. Apparemment, impossibilité de... Ah non, ok. Je croyais que c'était par rapport aux notes, mais c'était par rapport aux jeux. La rumeur CR7 pour juin prochain, bon là, je crois que... Ouais, c'est vrai que cet été, c'était quand même... qui là compliqué. Qui avait sorti ça sur SM Visu Ouais, il y avait... compliqué. Ouais, c'est un mec qui avait pondu tout un truc. C'est quoi son pseudo là? Je sais plus. Plexiglas Par les moustaches de plexiglas. Je sais plus ce que c'était. Plasma. C'est François qui m'a dit. Putain, François il est bon. François est chaud. Ouais, François est très bon. Une équipe en manque de confiance, nous dit Thibaut, c'est un peu ça. C'est-à-dire que même à 1-0, ça fait du bien, mais on n'est pas encore rassuré au point de mettre la pression et d'aller chercher les autres buts ce soir. En fait, on sent que à 1-0, on a plus peur de l'égalisation en fait, quoi. Et nous les premiers. Alors que l'année dernière, ce qui est vraiment le contraste saisissant, c'est que l'année dernière, on allait chercher le deuxième, le troisième, voire même le quatrième. Et il y a 2 ans, on galérait pour mettre un but et on se faisait rattraper. Donc, on sait pas trop sur quel pied danser parce qu'on a vu cette saison qu'on était capable d'infliger des gros scores, que ce soit Dijon, Marseille, Guingamp. Oh, ce sera peut-être toujours le cas. Et à la fois d'alterner, je pense que ça va être un mix entre les deux. Tu vas serrer les fesses sur plein de matchs, tu vas perdre beaucoup plus de matchs que la saison précédente. Mais voilà, ce qui fait que... Est-ce qu'on se fait plus chier cette année ou 2015-2016 Ouais, 2015-2016. Cette année, je trouve que c'était pire au niveau des joueurs en 2015-2016. Oui, déjà, on est sur une tendance quand même qui est pas bonne en ce moment, mais je veux dire, il y a eu des bonnes choses déjà au mois de juillet, au mois de septembre c'était moyen, mais il y a quand même eu des bons matchs, même jusqu'en octobre. Donc c'est quand même beaucoup plus c'est 2015-2016, surtout que devant t'as Carrillo, la Sina titulaire. Mais ouais, là t'as au moins un Falcao quoi. C'est Falcao, ouais, voilà. C'est quand même une chance d'avoir un mec comme ça, quoi. On verra l'impact qu'il peut avoir sur une compétition comme la Coupe du Monde. On lui souhaite d'enfin la faire. Il l'avait raté à 4 ans, mais c'est quand même, c'est la classe mondiale ou pas loin. En tout cas, c'est le gratin et d'avoir un mec comme ça, c'est une chance. En 15-16, on jouait l'Europa League en Azerbaïdjan avec un but de Cavallero. Un partout à Karabag. 2 joueurs de préparation. Cette phase d'Europa League, ça rejoint un petit débat qu'on a eu qui était est-ce que c'était la pire campagne de l'histoire de l'AS Monaco? En fait, est-ce que si Rome est toujours là, on est en train de refaire le club? Rome, je crois qu'il n'a jamais été là. Ah merde, je croyais. Si, il était là. Pour dire à la l'OM, non, c'était pas lui. Je vais lui dire par WhatsApp qu'on est en train de refaire le club Monégo. Il va être bien dégoûté. Et notre conclusion était que c'était la pire campagne européenne de l'histoire. On avait Christophe, que vous connaissez peut-être, qui était un historique d'ASL Foot. Et qui était un petit peu le monsieur histoire, Damien, tu me corriges? Non, clairement. De l'ASL. Enfin, il connaît vraiment très très bien ça, il a beaucoup bossé, du coup on l'avait fait intervenir pour nous parler des campagnes passées, parce que nous, on suit à peu près, on a la vingtaine, là, je pense, tous les trois, on suit le club depuis les années 80, fin des années 90, ouais, c'est vrai. Fin des années 90, début des années 2000. Donc nous, on a connu comme campagne pas très belle la 2000-2001. Ouais, 2000-2001, mais 2000-2001, il y a quand même une victoire. Il y a 2 victoires, tu finis avec 7 points, t'as la meilleure attaque du groupe avec 13 buts, mais les circonstances... Des beaux matchs contre Galatasaray. Je me rappelle, j'avais vu ce match à première mi-temps, waouh, j'étais presque émerveillé, c'était chouette à voir, ça. Donc voilà, tu finis 4e, c'est mauvais, mais moi, jusqu'à la dernière journée, on va à Glasgow en espérant passer. Tu sors pas vraiment là par la petite porte, alors que là, on sort de façon incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme mauvaise campagne? 2005-2006. On se fait sortir par le Betis en tour préliminaire. Je me souviens, ouais. On a une phase de poule de Europa League, c'était peut-être encore la Coupe UEFA. La Coupe UEFA, la phase de poule est bonne. Non, la phase de poule est bonne. Je crois qu'on perd en Norvège, à Bergen, quelque chose comme ça. On voit Stavanger. Vilaine 2. Ou les Vikings Stavanger. Non, Willem 2, c'était en préliminaire encore. Willem 2, c'était préliminaire. On fait Betis et Willem 2 après en préliminaire. Et on avait une poule, c'était les poules à 5 à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez. C'est-à-dire que tu jouais qu'une fois contre chaque équipe. Ouais. Et on avait Hambourg, Sofia. Ouais. On avait joué en Norvège, et j'ai oublié le cas. C'est Vikings Stavanger alors peut-être. Et on avait perdu. Ou Brandbergen. Mais non, Willem, c'est hollandais. on les a pas eu, non. C'était pas Brandbergen. Bon, c'était une équipe, on avait perdu en Norvège.
c'était pas non plus extra. C'est cool de mettre enfin des voix sur des visages sur des voix. C'est vrai, parce que je me souviens avec ASM Foot, je m'amusais à... Mais on espère que là, du coup, la déception est pas trop grande. Ouais, j'espère que... Non, il y a du beau gosse quand même, faut le dire. Et surtout, il y avait eu la défaite contre Bâle, c'était pas très bon. Non, mais en fait, c'est surtout que la phase de poule, franchement, elle est globalement bonne. On sort premier du groupe. Et c'est que par rapport à ce qu'on montre en phase de poule, derrière, on se rétame contre Bâle qui paraissait justement pas être un truc, un Himalaya à franchir. Et c'est ça qui en soi est décevant, parce que tu penses que ça va le faire, vu ce qu'on avait fait, et finalement, tu te rétames en n'étant pas bon sur les deux matchs. Mais on se rappelle... Je me rappelle, j'étais au Louis II, match retour. Franchement, non, coup de tête de Daniel Majstorovic pour Bâle. 55e minute. Qui était un espèce de puits-grenier suédois. Je crois que c'était Vieri qui a mis une penalty pour Monaco. Pas un très bon shoot. Un partout, ouais. Mais c'est ça, mais c'est et ça a été, le traumatisme, là. c'est que ça a été le seul match, c'était le dernier match européen jusqu'à Monaco Bayer Leverkusen, 8 ans plus tard. Ouais. Mais cette saison-là, en plus, t'as la bascule d'une saison, d'une demi-saison, quoi. Tu as Guidolin qui reprend le... Damien a eu les cheveux longs, hein. Il y a des gens qui le voyaient avec des cheveux longs. Je l'ai connu, comme ça. Ouais. Guidolin qui reprend le flambeau de Deschamps. Mais il nous avait bien repositionné. Il nous fait un très termine troisième à la... Ça démarre bien, mais c'est une excellente surprise. On fait un bon parcours européen, on bat quasiment tout le monde, on bat Hambourg, on bat Sofia, on bat tout le monde. Et d'un seul coup, tu te casses la gueule à la reprise, t'as Di Vaio, Vieri, ça fout le bordel total dans le club, le mec est plus respecté, enfin Vieri fait ce qu'il veut, le mec est en... Non mais le mec est en Italie. Vieri... Le mec est alors, qui était le plus gros entre Vieri et Balouli? Je vous mets sur le livre, là. Bobo était plus gros que... quand même. Il était meilleur, hein. Après, il était plus vieux. Et plus de talent. Putain, Vieri... Il est un peu plus... Vieri, il a fait des choses chez nous, hein. Aussi, hein. Il a mis des buts, hein. Il signifie un peu. À Rennes, il met un doublé à Rennes, il marque contre Bâle. Il marque contre 3. Et je m'en souviens en demi-finale, c'est surtout que le mec, il met une barre. Il fracasse la barre. Quand il est à Monaco, le mec, il fait les allers-retours avec, il arrive à l'héliport à Monaco, il vient d'Italie à chaque fois, quoi. Tous les jours. Le mec, il arrive en retard, le mec, il est drogué, il s'en battait les couilles, mais... Ils en parlaient dans l'after de Vieri il y a quelques jours, comme, il parlait des plus gros fêtards italiens du foot et il était assez bien placé. Un mec comme ça à Monaco, t'as compris, quoi. Guidolin n'avait aucune prise sur lui, malheureusement, on a foutu la merde en prenant ce mec-là, quoi. On nous demande Guidolin ou Guy Lacombe. Guidolin, c'est un super coach. C'est un bon coach. Tu vois ce qu'il a fait avec l'Udinese. Super saison à l'Udinese. Toto di Natale. Il s'est planté un petit peu à Swansea, mais comme tous les entraîneurs. Mais peut-être trop vieux. Comme Renato Sanches. C'est quelqu'un qui aussi. Ouais, non. Et pour finir... Putain de merde, vas-y, claque. Et pour finir sur les mauvaises campagnes, il y avait 2015-16 du coup. On se fait taper en préliminaire par Valence. Avec les sans être à la rue, mais tout ça. Et phase de poule assez cataclysmique qui commence pas trop mal. On est nul à Anderlecht, nul contre Tottenham, on bat Karabakh à la maison. Mais à chaque fois, c'est à l'arrache. Et ça finit. En fait, ça tourne très mal sur une défaite à domicile contre Anderlecht. Alors qu'on avait très bien joué. Et en plus, c'était un antidote ce soir-là. Et Guillaume Gillet, non. Guillaume Gillet. Enfin. Ah ouais? Moi j'ai été en tout cas. À l'antidote, repère de l'EMP d'ailleurs. Ouais. Et j'ai vu, je crois, Lolo, il fait partie de la team EMP, j'ai vu ça. Guillaume Gillet, il nous a souvent carré celui-là. Depuis qu'il est revenu en France, ça va, on l'a plus carré à notre tour que lui. Mais il avait marqué avec Nantes ou Bastia, je sais plus. Bastia, je crois, peut-être, ouais. L'an dernier, quand on fait match à Bastia, c'est pas lui qui marque. Non, il était à Nantes. Non, il était à Nantes. Il était revenu à Nantes. Ok. Peut-être. Mais avant qu'il soit. Bref. Et du coup, on finit par un 4-1 à Tottenham, avec on se dit que il faut tout. C'est marrant, comme Leipzig, déjà même score, mais en plus on se dit c'est le match de la dernière chance, faut jouer à fond. Ouais. Sauf qu'on n'avait pas notre destin en main, c'est ça qui était un mais au bout de 2 minutes de jeu, tu te fais cueillir direct. Tu te fais cueillir, tu prends un but, t'enchaînes, on est mort direct. Et non, on avait jugé quand même cette campagne moins durement. Lolo qui réagit effectivement 45 rue des Paris 5e. Les bonnes adresses. Avec le petit grec pas loin. Et les Siciliennes à côté. Ah, on s'en souvient. Je ne vois pas de ça. Cela ne nous regarde pas. Et on a jugé moins durement cette campagne de 2015-16 parce que c'était de l'Europa League et du coup tu mets des équipes bis ou mixtes et t'es quand même tu gagnes un match en fait.
Bon, c'est contre Karabakh, quoi. Mais là, cette année, tu gagnes pas. Tu perds 3 matchs à la maison. Ouais, désolé, une intervention divine. Intervention d'un ancien d'ASM Foot, Nicolas Barra, qui cherche un renseignement. Mais je crois que c'est sur DKB. Je sais pas. 3 défaites sur 3 matchs à domicile en Coupe d'Europe. Bizarrement, dès qu'on enlèvera J. Donc voilà, pire campagne de l'histoire du club. Et Christophe, qui connaît bien l'histoire, était plutôt d'accord avec nous. Après, voilà, ce qu'il faut savoir globalement, c'est qu'il y a eu beaucoup de parcours complètement pourraves dans les années. Bon, les premiers remontent aux années 60, puisque Monaco est champion la première fois et en 61 dispute la Ligue des Champions. Mais à l'époque, c'était la Coupe des clubs champions. Donc on a fait un premier tour contre les Glasgow Rangers, on se fait sortir. Donc tu joues un match, c'est un aller-retour, point barre. Quoi. C'est merci, monsieur, dame, au revoir. Puis il n'y avait pas les mêmes attentes. Pas les mêmes choses, pas les mêmes formats, bien sûr. Mais globalement, il faut attendre vraiment les années 80 avec Wenger. Ça tourne avec Wenger, c'est ce qui nous expliquait. On commence à voir d'un Monaco qui s'installe sur la scène européenne, que ce soit C1, C2, C3, enfin on y est assez régulièrement. Il y a des beaux parcours, il y en a des moins bons, mais globalement, il y a parfois des coups d'éclat aussi. Mais c'est comme il a dit, c'est surtout aussi après la décennie 90. Ouais. Où il y a un enchaînement aussi Inter Milan en UEFA et le Juventus. Il y a une finale de Coupe des Coupes. Il y a la finale de 92 effectivement. Contre le il y a deux demi-finales de Ligue des Champions. Ouais. 94 et 98. Il y a une demi-finale de C3 en 96. C'est ça, c'est vraiment la décennie 90. Et je crois que même en 90, il y avait un parcours honnête en Coupe des Coupes contre la Sampdoria. Je sais plus si c'est une demi-finale ou... Et ce que disait Rome, qui était intéressant aussi, c'était que pour lui, le pire, enfin, entre guillemets, c'était 2004. C'est-à-dire que le parcours est magnifique, mais qu'au final, il y a la fin. C'est peut-être le souvenir le plus... Ça se finit en autre boudin. Le plus dur, quoi. C'est vrai que c'était intéressant de le voir aussi de cette manière-là pour lui. Ouais. Je sais pas, toi, Adrien, sans parler de la pire campagne, mais si t'as un pire souvenir, pire souvenir de Coupe d'Europe de Monaco à partager. Moi, la grosse déception, c'était le barrage contre le Betis. Putain, j'étais au Louis II aussi, mon premier match en pesage au Louis II. Je regardais sur TMC. Ouais, pareil. Et je crois avant, il y a un tour préliminaire dégueulasse où Mohamed Kalon... Gorica. Ouais. En Slovénie. On est 6-0 là-bas. Ouais, 5 ou 6. Ouais. Le NK Gorica. C'est très bresson, comme on dit dans le rap jeu. On les a joués 2 ans d'affilée, NK Gorica? Non. Alors, c'est-à-dire que c'était l'année d'avant. C'était l'année d'avant, ça? Ouais. On gagne 3-0 là-bas et 6-0 au retour. Il y a un but d'Al-Fakir. Ah bah oui, peut-être, c'est ça. Ouais, si, Al-Fakir. Il y avait que le Betis. Il y avait Pontus Fard. Oui, il y avait qu'un tour préliminaire à l'époque, en fait, c'est ça. Ouais. Ah oui. On n'avait pas eu la même chance au tirage. Je me souviens qu'à Séville, on prend un but genre à 93e. Ouais. Le match aller. Un contre qui passe sous le ventre de Roma. Et le retour, déjà il y avait rien qui rate un péno. Il y a Gérard Lopez qui m'a un beau but. Et on se fait mettre par Ricardo Oliveira qui était un vrai bon attaquant de surtout, Liga. Au moment donné, je sais pas si tu te souviens, il y a une frappe de loin. Sortie de la tête. Voilà, sortie de la tête, frappe de Meriem. Meriem avait tout raté sur ce match-là. Est-ce que Calonne avait pas lu? Est-ce qu'on a l'information? On a des infos en interne. Est-ce que Calonne avait vraiment Calonne, qui prétendait hygiène de vie. Moyen. Michael. Là aussi, il y a duel entre Pinot, chez Vanton, il y a du niveau, des gens qui étaient... Faut pas trop balancer quand même, non plus. Non, on peut, ils sont plus au club. Alors que si tu lances sur Congolo, bon, c'est un peu plus... Mais Congolo, c'est pas non plus énorme, c'est juste... On donne pas les détails, mais... Coentrao qui fumait, ok. Il y a des rumeurs. Ouais, Coentrao, pire que ça, même. Fabio Coentrao aussi. Faut pas trop... Pourrait faire un petit top 10. Ah, il y a de quoi. Ouais, Monaco, ouais. Vous êtes des vraies encyclopédies de la SM, ça c'est gentil. Ah, ouais. Parce qu'ils se sont préparés sur le club Monaco, mais la vraie encyclopédie c'est Christophe. Voilà, comme on dit, nous on connaît bien à partir des fin des années 90, début des années 2000, ce qu'on a vraiment vécu. Ouais, on connaît un petit peu, voilà, Wenger, on a ces faits là en tête, mais on les a pas vécus, c'est pas pareil, c'est pas gravé de la même façon dans nos têtes et on l'a pas bossé comme a pu le faire un Christophe ou d'autres vrais spécialistes. Puis comme disait Christophe en plus, parce que ça rejoignait aussi après le débat qu'on faisait sur nos supporters, c'est que des fois quand t'es loin, ça te demande un effort supplémentaire d'aimer, donc de t'intéresser à la chose. Et lui, vu sa manière justement, vraiment pour le goût encyclopédique de s'y intéresser, il a fait énormément d'efforts et donc a vraiment développé une grosse base de données aussi. Ouais. Et puis je sais pas si on peut en
parler un peu, toi, si t'as des échos là-dessus sur la nouvelle maquette d'ASM Foot qui se veut un peu plus historique? Non? Non, faut rien. Bah alors on dirait rien. Non, bah non. Christophe, c'est Monsieur Live. Non, on avait les deux. Christophe d'ASM Foot, si la personne qui pose la question ne connaît pas. Donc, bon, il y a encore de vieux débriefs sur ASM Foot en ligne, hein, donc il y a moyen de trouver. Et Christophe, on t'aime, tu nous manques. Bah oui, malheureusement, on savait qu'on allait faire plaisir avec sa venue. Malheureusement, ça s'est mal goupillé. Et il avait envoyé du sale. Voilà. Quelques punchlines bien senties dans son style. Christophe, il a jamais eu la langue dans sa poche. On avait également Monsieur Live en plus dans cette émission qui était venu réagir sur leur l'éditorial qu'il avait écrit à propos de l'absence, de la versatilité des supporters du stade Louis II. On a eu un très bon échange avec lui. On était vraiment déçus pour lui parce qu'il a bien apprécié l'exercice. Lui, c'était la première fois du coup qu'il faisait la radio avec nous. Et même, avec Christophe Darras. Oui, c'est bien ça. Voilà. C'est lui. Mais pas Darras la ville, hein. Non. Historien non officiel. Contrairement à Robespierre. Contrairement à Norbert Seri, qui a lui aussi ramassé par Christophe à l'occasion du club Monégo. C'est normal. Norbert Seri, qui était meilleur dans l'iPhone. Ouais. Et du coup, on va essayer de refaire quelque chose, peut-être plus tard dans la saison avec les deux, parce que c'était assez intéressant. D'échanger avec eux, c'est toujours bien, voilà, de rester d'être ouvert sur la communauté. D'ailleurs, Siri, tu veux bien me commander un Uber? Parce qu'il n'a pas tardé à rentrer quand même. Je peux vous aider à trouver un lieu si vous activez le service de localisation. Le service de localisation, faites ensuite défiler jusqu'à Siri. Bon, je crois que le processus pour rentrer est activé. Ouais. Mais il y en a qui ont du montage à faire, alors éventuellement, si on arrive à activer. À récupérer cette vidéo et à la mettre sur YouTube, je sais pas, mais... En tout cas, je suis pas sûr qu'il y a pris plus de plaisir avec cette libre antenne qu'à faire le débrief finalement de ce match un peu... Ouais, c'était bien de faire les deux. Il y avait la libre antenne, il y avait le débrief et il y avait le match, quoi. C'était, si je devais les classer. C'est ça. Il y avait un peu de tout. Et je mettrais entre les deux, entre les trois, ce qui est faisable, le teaser. Ah ouais. Je croyais que t'allais dire le McDonald's. Le grand VI. Oui, aussi le McDonald's aussi, c'était pas mal. Il y en a un des trois qui a commandé un grand VI. Ça, il faut que vous le sachiez, on dénonce pas. Avec un Big Mac Bacon, donc quand même la cohérence, on l'a cherché. C'est totalement contradictoire dans les faits. Non, mais il paraît qu'il était très bon, alors du coup, voilà. Très chelou. Non, mais voilà, on voulait aussi faire un petit peu entre guillemets, ce petit cadeau aux auditeurs. Voilà, on s'est un petit peu viandé sur le club Monégo, donc on a voulu rattraper la chose et l'occasion s'est bien présentée dès ce soir. Une question de Lolo. Une bonne question. Est-ce qu'il y aura un débrief de l'année 2017 en cette fin décembre? Il y aura on fera sûrement un bilan mi-saison. Est-ce que ça sera peut-être plus janvier que décembre? On verra. Si ça vient, ce sera début janvier, puisque la Coupe de France recommence très vite. Fin décembre, pour des raisons que vous imaginez, ça va être un petit peu compliqué. Sinon, ce sera tout début janvier. Prévu à la Noël. On vous communiquera. Mais un petit bilan mi-saison, pas toute l'année 2017. Ouais, mi-saison, c'est clair. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Au bout du bout. Comme à la Beaujoire. Voilà. On va couper l'antenne avant de prendre un but. Ça serait con. Bon, et puis merci. Désolé pour ceux qui avaient encore des questions. Des petites questions. On va, je pense qu'on va tous apprécier. C'est quand le tournoi FIFA? Alors, le tournoi FIFA, ça devrait arriver plutôt janvier, voilà, parce on essaie d'avoir quelques contacts, partenaires, etc. Enfin, en tout cas, Romain essaie d'arranger ça, d'organiser ça. Donc, le temps de faire ça bien, on va plutôt voir ça pour janvier, ouais. Et puis, quand est-ce qu'on va refaire des lives comme ça? Parce que vous semblez avoir apprécié. Nous, on a en tout cas beaucoup de plaisir, une sorte de libre antenne. Quand on peut se réunir finalement, à voir on a bien aimé, donc si on peut réaliser ça. Et puis après, malheureusement, il faut prendre en compte le fait que tout le monde ne puisse pas le faire. C'est ça, on a aussi des gens. Ça exclut des gens ou Rome qui peuvent pas forcément y prétendre. Voilà, ça pourra pas être à chaque match, mais si de temps en temps. Et puis il y a les lives YouTube, beaucoup plus régulièrement. Mais les lives YouTube, voilà, chacun. On vous tiendra, on vous tiendra également au courant si jamais on bouge dans un bar pour voir un match, une occasion particulière. Quand je me vois, il y a un truc qui me plaît pas, c'est que j'ai l'impression de ressembler à ce clown de Rovera. Ça m'emmerde.
Vas-y, parle avec son accent un petit peu. Bonsoir. Buonasera a tutti. Le problème avec Ventura, c'est qu'il n'est pas complètement. Il est. Regardez, il a des déclarations avec. Voilà, c'est. Le Napoli va être champion, à mon avis. La Juve. Voilà. Mon ami Tamaché, c'est que. Voilà. Je sais pas si c'est votre cas, mais il y a des gros fans de l'after foot ici, donc. Ouais, on a été un peu élevés aussi par ça fait partie des références très solides pour nous, donc on les embrasse. Voilà. On vous embrasse également. Allez, salut. Et bah du coup, comme on n'a pas forcément le jingle sous le on n'a pas le bisous. Ouais, et bisous. Et bisous. Ta 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 ta.